Ce n'est pas une suite, ce n'est pas un remake, mais c'est une suite remake en forme de reboot, mais 20 ans plus tard, 20 ans trop tard peut-être. On va parler aujourd'hui des Legacy Quells et ma définition n'est pas forcément la bonne. Et c'est pour ça qu'on aura la chance d'avoir notamment celle de Johan Sardé. Bonjour Johan. Oh, très belle, mais comme t'as amené ça. Paf, c'est un métier. Incroyable, c'est un métier. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Alors aujourd'hui, tu es le seul représentant d'Allociné dans Allociné. Tout à fait. Tout à fait. Parce que plusieurs soldats sont tombés Se tomber au front, mais ils vont revenir. au front. Là, il y a Maximilien qui rencontre l'équipe des vedettes. Donc, le Palmacho. Donc, mais oui, forcément. Présent entre des gens connus et nous, il a choisi des gens connus. C'est Maximilien, il a changé. Qu'est-ce que vous La voulez? hype. Attends, on a Ted et tout, il a choisi, vrai il a qu'on a- préféré. Un jour peut-être il me choisira. Du coup, ça nous fait aujourd'hui, tu es Monsieur News, Monsieur Sortie, et c'est toi qui vas un peu parler des Legacy. un peu parler aussi des Legacy Quells. Oh là, C'est ton émission. Oh Ça va là être là. fou, ça va être compliqué. Et en plus, tu as prévu de gagner le quiz, je crois. En plus. Ouais, voilà, c'est Il y formidable. aura de la blague. Du coup, à côté de toi, cette fois, vous ne pourrez pas vous disputer puisque il n'est pas là. Bien sûr, c'est Norman Genius. Voilà, applaudissements. Norman, vous l'avez vu, hein, il fait son marathon sur le stream aujourd'hui. Il est dans toutes les émissions de Newsday. midi et demi jusqu'à 22h30. Très bien. Voilà, c'est son choix. Incroyable. On l'a pas obligé, on lui a pas. J'y suis pour rien, perso. Néanmoins, voilà, le temps qui monte, qui souffle un coup, il arrive, il nous rejoint. Mais par contre, de son plus beau Oui, c'est vrai. suite Call of Duty. Call of Duty, moi j'allais dire Snake dans Metal Gear 3. Non, mais je vous mets un peu de couleur dans ces moments grisonnants, tout ça. Namnix est avec nous. Bah, enchanté. Toujours un plaisir de venir. En plus, j'aime beaucoup le thème d'aujourd'hui. C'est vrai, Ça veut pas dire que j'aimais pas les thèmes de l'émission précédente. Celui-là, il y a des choses à dire. C'est comme quand tu dis à ta femme, t'es belle aujourd'hui, elle dit ah ouais, hier. Oh, tu me fais. Oh, il est là. Oh, il est là. Et voilà, Genius, incroyable. Incroyable. Eh ben tiens, tant que t'es debout, bonjour Genius. Ça va bien? J'étais là, en fait. Alors, Genius, après 2 émissions, on en est où au niveau de l'énergie? Ça se passe? Écoute, on est bien, ça va? Comment ils vont, Ça va, Ça va. Eh, quelle couleur. Comment il va, mon Romain? Bah écoute, il va bien. Désolé, Donc, je crois que ça finit à 25. ouais, non, mais on s'est un peu raté là-dessus. Et puis il y avait 2 étages, tout ça, Ouais. la course. Encore de cardio, c'est bien Norman. Ah ouais, je suis bien. Ouais, c'est crevé. De l'autre côté du plateau, vous les avez vus déjà. On reste dans la couleur avec Juliana de 2 heures de Oh. perdu. Comment ça va? Ça va bien. Et vous, ça va? Bah écoute, oui, nous on va bien. Un petit t-shirt, un sweatshirt The Flintstones. Tout à fait. Une Tout à fait. Voilà. Non, moi aussi j'avais envie de couleur. Je me suis dit, c'est grisonnant, c'est froid. Allons-y. Oui. Le sujet du jour, c'est un sujet qui te parle un petit peu? Oui, ou, assez. Mais en série télé aussi, on en reparlera Ah, mais tout oui. à l'heure. Il y a quelque chose qui me plaît bien Il y a là-dedans. des petites choses, tu as raison. Et enfin, pour clôturer ce beau plateau, Ted nous fait le plaisir d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est la régalade, c'est 2. J'enchaîne 2. Des fois, on me voit pas pendant 3 mois. Et là, j'enchaîne 2, je suis bien content. Je sais pas s'il faut être content quand t'es là ou quand t'es pas là, parce que quand t'es pas là, c'est aussi que tu tournes. Oui, bah, par exemple, mardi prochain, logiquement, je ne serai pas là. Mais on essaie de s'organiser. Mais moi, je suis tout aussi content d'être là. Franchement, c'est une émission que j'adore, donc let's go. Écoute, les news et les sorties sont bien chargées en plus aujourd'hui. Donc ne perdons pas plus de temps, on va enchaîner directement, ça tourne. Et je me tourne donc vers Monsieur Allociné. Michel, comment vas-tu? Ça va très bien. N'est-ce pas? J'ai du lourd, du très très lourd. C'est vrai. Alors avec ceci, Bon, on commence par les nominations au César. on est parti. Donc, qui ont été révélés jeudi dernier, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas pu les inclure dans l'émission. Donc vous vous rappelez déjà que la 47e cérémonie des Césars se tiendra le 25 février 2022, donc ça approche, avec une très belle affiche qui met à l'honneur Jean-Paul Belmondo avec une photo de Pierrot le Fou. Voilà, donc c'est une affiche que vous verrez un petit peu partout dans Paris, notamment à l'approche des Césars. Les nominations par film, parce que c'est souvent ça qui est attendu, Illusion perdue domine avec 15 nominations, record all-time. Qui l'a vu ce film? Et ben moi je l'ai 1, loupé. 2, tu La l'as raté. séance de rattrapage. C'est incroyable. Tous les gens qui l'ont vu me disent que c'est la méga claque. C'est ce que Est-ce Mac que vous avait dit. partagez le... Très très bien. Et tu peux rattraper ta séance à l'UGC. En ce moment, ils font les rediffs des super films de 2020. Eh Donc, ben, let's je go. vais aller le voir parce que sinon j'attendais la sortie vidéo. Allez, All-time record absolu. Record absolu, parce que jusque-là c'était 13, et donc en fait là c'est record all-time. Jamais un film n'a été autant nommé. le film très... Non. Derrière il y a Annette, 11 nominations. C'est un scandale aussi pour moi parce que vraiment je suis passé à côté de ce
film. Je ne comprends pas la hype autour de ce film. Tu l'as vu? Ouais, je déteste. Putain, mais oui, alors. Oh putain, je vais te serrer la main comme ça. Je ne comprends pas non plus pourquoi cette hype. Mais 11 nominations, 10 nominations pour Aline, 7 pour Bac Nord, 6 pour La Fracture, Boîte Noire et les Olympiades ont 5 nominations, et enfin l'événement Onoda et Titane ont 4 nominations chacun. Du coup, un joli Joli aperçu de ce qui s'est fait dans le cinéma, tout à fait. pour l'ensemble des catégories, vous pouvez évidemment retrouver ça sur Allociné. Évidemment. On peut aussi simplement donner la catégorie reine, à savoir Meilleur film. Parce que c'est souvent celle-là qu'on va regarder. On va après un peu regarder les acteurs et tout ça, mais souvent quand la cérémonie se termine, on regarde qui a eu le meilleur film. Donc sont nommés Aline de Valérie Lemercier, Annette de Léo Scarax, Bac Nord de Cédric Jiménez. Je ne sais pas jamais si on dit Jiménez ou Jiménez. Ou bref. C'est le grand débat. C'est le grand débat. Je vais l'appeler Jiménez. L'événement d'Audrey Diwan qui avait remporté le prix à la Mostra de Venise, La Fracture de Catherine Corsini basée sur qui parle notamment des Gilets jaunes, Illusion perdue de Xavier Giannoli adapté de Balzac, et Onoda, 10 000 nuits dans la jungle de Arthur Harari, qui est un super film très long, assez contemplatif, mais très très intéressant. Et ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que globalement, tous ces gens-là, on les retrouve dans la catégorie meilleure réalisation, sauf un espèce de switch un peu bizarre, puisque La Fracture n'est pas dans meilleure réalisation, mais Titane est dans meilleure réalisation, mais n'est pas dans meilleur film. C'est une espèce de punition contre Titane pour son côté très extrême. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Titane ne sera pas nommé en meilleur film, mais il est nommé en meilleure réalisation. Pour Julia Ducournau, évidemment, il y a 3 femmes cette année à la meilleure réalisation. Également Valérie Lemercier et Audrey Diwan. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on retient comme tendance? Les tendances, tu venais de le dire juste avant. Grand panel de la diversité du cinéma français. Tous les genres sont à peu près représentés. Les films en costume, Illusion perdue, l'horreur avec Titane, thriller, action, drame, guerre, biopic, opéra rock. Donc c'est assez large. Il y a tous les styles, quoi. Il manque toujours la comédie. La comédie, ça nous casse les couilles. Il y a des polémiques. Apparemment, j'ai vu ça suite à l'annonce. Aline a quand même un petit côté un peu comédie. Si c'est un biopic, c'est très émouvant, mais quand tu le vends, c'est le côté biopic que tu vends à un moment le côté comédie, quoi. Non, mais tu vois, Barbac, par exemple, j'aurais trouvé qu'il aurait été intéressant. Avec ce qu'il faisait à la fois film de genre et comédie. Je trouvais qu'il était pas mal. Juliana soulève un point, c'est que c'est aussi une fable, aussi un peu comédie. Ça se vend pas comme un biopic totalement non plus, Aline. Une version un peu fantasmée c'est plus de sa tendre vie. que drôle. Oui, c'est pour ça. En tout cas, on le classerait pas dans comédie. Mais ça reste quand même Valérie Lemercier qui a quand même intégré son visage sur une enfant de 8 ans, quoi. Enfin, tu vois, le jour où je verrai les tuches nominés au César, c'est que là, il y aura vraiment un problème, tu vois. Attends-toi bientôt, Fat. Il manque les comédies. Juste avant d'y revenir, quand même dire qu'il y a beaucoup de succès populaires. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que Bac Nord a fait 2 millions d'entrées, Boîte Noire a fait 1 million d'entrées, Aline est quasiment à 2. Donc d'habitude, on a tendance à dire ouais, mais les Césars, c'est de l'entre-soi, machin. C'est que là, ça ouvre la porte et c'est des films que beaucoup de gens ont vus. Donc c'est plutôt bien. Il y a une petite polémique, c'est que le film qui a fait le plus d'entrées en France n'est pas représenté. Qui s'inscrit dans la catégorie plutôt comédie. Donc c'est Kaamelott. Kaamelott, le film on se doutait que Astier n'était pas forcément dans la mouvance du cinéma français, de la grande famille du cinéma français, mais au moins sur les costumes, sur la photo, sur la musique qui est vraiment sublime, sur les décors, on espérait voir Kaamelott. Et en fait 0 nomination. 0-0. Donc c'est très étonnant. Mais l'entrée déjà 2,5 millions d'entrées. 2,5 millions, ouais, c'est ça. Donc ça montre que quand t'as pas la carte, parce que lui il est très lyonnais, il est très ancré à Lyon et le cinéma, le monde parisien du cinéma l'intéresse pas beaucoup. En fait, les gens pensent pas forcément à voter pour toi. En fait, il faudrait regarder quand est-ce que la dernière fois qu'a été nominée une comédie hors le fameux public machin là qui donnait forcément aux tuches ou au bon Dieu parce que Olivier voilà. Mais quand est-ce qu'une vraie comédie je pense que Nakache et Toledano, ils ont dû être quand même Intouchable, mais Intouchable, c'est entre la comédie et le. C'est pas une comédie pure. Il y a des moments très drôles, mais si ça avait pas été Sens de la fête, mais est-ce que c'est une comédie pure? En fait, j'aurais espéré que, comme ils ont remanié le jury un peu des Césars il y a maintenant 2 ans, j'aurais espéré que, enfin, on fasse la part belle à la comédie, parce que putain, en France, si on est bon sur quelque chose entre guillemets, c'est quand même les comédies, les films policiers ou les drames, enfin voilà, les drames sociaux. Et en fait, les comédies, je trouve qu'elles sont toujours mises à l'écart, quoi, comme si c'était un sous-genre. Les films de genre, on n'est pas mauvais non plus. Hein. Oui, de mieux en mieux. Je dirais pas qu'on était au top du top, mais on est de mieux en mieux. Justement, tu parlais des gens. Notamment de ce nouveau jury. Est-ce qu'on sait qui présente, qui est un petit peu dans l'ombre comme ça, ou qui sera président Alors, qui sera président, c'est Antoine pas président. Président, c'est présidente, c'est Daniel Thompson. Après, le président ou la présidente des Césars, c'est toujours un titre un peu honorifique. Même la plupart des gens comprennent pas à quoi ça sert. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Antoine Decaune qui prendra le lead sur scène pour la 10e fois.
C'est énorme. Et avec cette lourde mission de faire oublier cette tragique cérémonie de l'an dernier sur laquelle on ne va pas revenir, mais qui a définitivement, en tout cas on n'espère pas définitivement, mais plombé l'image des Césars. Donc lui, il a la mission de remettre de la joie, de la fête, du rire. Lui-même, il l'a dit, on veut faire une cérémonie joyeuse qui remette le cinéma au cœur de la soirée. Donc pas de revendications, pas de message un peu bizarre ou d'entre-soi. On peut, mais juste le juste milieu, peser un petit peu. Tu vas pas faire 80% de revendications. Après, on était dans une année très particulière. Oui, après, c'était Bachelot, on savait pas où elle était cachée. Enfin, tu vois, limite c'est un méchant de James Bond. Tu vois, elle était dans son volcan et on fait Roselyne, décroche le téléphone. Comme il dit, le contexte était lourd, tu pouvais pas l'occulter non plus. Après de là, faire toute la cérémonie dessus. C'est pas que l'année dernière, c'est pour ça que je dis ça. Oui, ça fait quelques années quand même. On a des cérémonies qui sont plus ou moins. C'est parce qu'en fait, on a vraiment qu'une seule tribune. Enfin, je dis ça comme ça, mais à part les Molières et les Césars, ou alors, après, c'est des trucs Instagram, etc. Là, c'est l'occasion de voir toute la profession au même endroit. Et entre guillemets, ils sont un peu piégés parce qu'ils sont dans la salle à 1 heure de grande écoute et on sait que c'est filmé. Donc c'est normal, enfin, j'ai envie de dire qu'ils cartonnent à ce moment-là. Après, je rejoins effectivement ce que disait Johan. Un peu de festif quand même et un peu de classe de retour serait pas mal. Mais bon. C'est aussi. Vivement le retour des 7 d'or. Hein, oh putain, quel enfer. Quel enfer. Attention. Juste quelques petits trucs à ajouter, dire que pour la première fois, les effets visuels vont être récompensés en France. Donc c'était une catégorie qui n'existait pas, qui va donc exister, dans laquelle sont nommés Aline, vous vous rappelez du rajeunissement de Valérie Lemercier, Annette, Eiffel, Illusion perdue et Titane. Donc plutôt, c'est bien ça. Donc c'est bien de récompenser ça, sur lequel notamment les Français sont toujours très bons, mais bossent plutôt pour des prods américaines. Donc ça c'est bien. Signaler aussi qu'au-delà des comédies qu'on a citées, il y a quelques absents, on va dire de renom. Marion Cotillard n'est pas nommée, Catherine Deneuve non plus, Sophie Marceau, André Dussolier, François Ozon, rien du tout. C'est bien, ça renouvelle un peu comme ça, parce que ils sont passés quand même. Donc c'est bien qu'il y ait des. N'est pas nommé en meilleur espoir on l'avait reçu ici pour Suprême, alors que son compère de Suprême est nommé. Donc c'est toujours un peu bizarre quand il y a un duo comme ça et qu'il y en a un qui est laissé sur le côté. Céline Sciamma non plus. Benedetta n'a qu'une seule nomination, alors que c'était censé être un peu le film événement de l'an dernier, et on sait qu'il a un peu bidé. Une seule nomination pour Ephira. Vincent Lindon, pas nommé non plus pour Titane, alors que ce qu'il fait dans Titane est quand même assez... Pour moi, c'est la perte de sa carrière. C'est un peu dingue qu'il soit... côté. Et par contre, on ne nomine pas Lindon, mais on va nominer Adam Driver, qui n'est pas un acteur français aux dernières nouvelles, donc c'est toujours un peu bizarre. Est-ce que c'est pas parce qu'on a envie qu'Adam Driver vienne à la cérémonie parce qu'il est nommé et que justement Et c'est un peu le même débat parce que c'est Cate Blanchett qui va avoir le César d'honneur. On adore Cate Blanchett, mais est-ce qu'on n'a pas des comédiens ou comédiennes ou réalisateurs ou réalisatrices qui n'ont jamais eu de César et qui mériteraient d'être mis en avant plutôt que des Américains? On le dit chaque année. Ah oui. Voilà. Non mais sur César d'honneur. Non mais c'est vrai que les plus émouvantes remises de César, c'est les Césars d'honneur. Tu prends celle de Bertrand Blier. Elle te met au sol quand tu vois que c'est Serrault qui lui remet ça. Enfin, tu vois. Bon, après, c'est toujours aussi le symbole de dire c'est peut-être la fin de ta carrière, tu vois, ou alors on est vraiment sur la fin. T'as toujours un peu cette crainte, tu vois, avec ce César-là. Prends-le, savoure-le, mais reviens pas la prochaine. Question par rapport au déroulé. Est-ce que par rapport au nombre de gens dans la salle, il y aura des nouveautés, des mises à jour par rapport à l'année dernière? C'est à l'Olympia. Restrictions. Ça déjà, ça change. Sauf restrictions sanitaires, ils ont dit qu'ils voulaient un Olympia plein, donc 1700 personnes, et que ce soit un vrai spectacle festif. Donc rien que le fait que ce soit à l'Olympia et pas dans un truc un peu théâtral, du Châtelet ou autre, ça peut donner une dimension un peu plus spectacle et sympathique. Donc on est curieux de voir ça. Donc on rappelle 25 février 2022, c'est en direct sur Canal et sur Europe 1 aussi, pour la première fois qui est partenaire. Et on rappelle que l'an dernier, c'était Adieu les cons de Dupontel qui avait remporté 7 Césars. Incroyable. Merci Johan. Est-ce qu'on y sera, nous, à Allociné? On y sera. Allez. On y sera. Présent dans les coulisses. Avec Cate Blanchett, bonsoir. Et pour vous, Adieu les cons, c'est pas une comédie noire, par exemple? Une fable comédie noire? Non, mais je reste sur ce truc de comédie, moi. C'est une satire. Non, mais ça m'intéresse. Non, mais je pense que quand les gens pensent public, enfin comédie, ils pensent à... J'y vais grossièrement, tu vois, genre un film de Danny Boone. C'est le truc hyper populaire. Je vois ce que tu veux dire, on peut jouer sur les deux trucs, mais c'est vrai qu'il faut peut-être du temps. Peut-être créer une catégorie. Peut-être qu'il faut qualifier le mot comédie, qu'il ne suffit pas tout seul. Oui, la comédie
populaire. Comédie. Après, c'est intéressant aux États-Unis pour le coup qui dissocient pour les Golden Globes par exemple. Enfin, il y a une catégorie drama et une catégorie comédie musicale, enfin qui englobe un peu d'autres tons, mais peut-être qu'on s'y dirigera un jour. Matt Damon, il avait pas vu pour Seul sur Mars, c'est comédie. Genre c'était pas de comédie, c'est des comédies dramatiques. Je sais pas, il avait le Golden Globe pour Seul sur Mars. Je sais pas dans quelle catégorie c'était. C'était une comédie, mais une comédie. Ça reste compliqué de toute façon de faire des. Oui, mais c'est pour répondre. Mais après, tu vois, j'ai même l'impression, pour revenir sur Barbac, ok, j'ai joué dedans, mais ça, je m'en fous, mais c'est surtout le côté de se dire que Fabrice Eboué, en fait, j'ai l'impression qu'on boude les comiques qui font des films aussi, tu vois. C'est-à-dire que Barbac, en soi, est une comédie, mais une comédie un peu plus tendance film de genre quand même. Et j'aurais trouvé intéressant qu'on ouvre cette porte peut-être par ce biais-là en disant à Fabrice Eboué, let's go, au moins une nomination, tu vois. Moi je comprends, mais j'avoue que je suis tellement contente que Valérie Lemercier, qui est elle-même aussi une comédienne de comédie et qui arrive et qui réalise son film. Je suis très contente qu'elle soit là. Parce que là, tout le monde debout du boss qui avait cartonné public, est-ce que c'est une comédie, ce qu'il aurait mérité? Non, mais je dis pas que je grave. Non, mais c'est très bien. Après, ça reste des votes et de toute façon, nous ne sommes pas dans le secret des enveloppes. Tout à fait. Ouais. C'est le. T'as les infos, toi. Non, je suis même pas votant. Je pose une carte là. Pour le récap, je vais sûrement faire venir Myriam Amari, qui justement est une personne du jury des Césars. Donc si ça peut intéresser peut-être Allociné de voir un peu comment l'arrière-boutique fonctionne, je pose peut-être. Qui est ta maman du cinéma, tu as dit. Oui, exactement, qui est maman du cinéma, qui est la Dircast de Philippe Lachaud qu'on a reçu la semaine dernière. Donc si ça peut intéresser ici, d'expliquer derrière, ça peut toujours être tu vois, les coulisses, c'est toujours intéressant. Ça, oui, complètement. On enchaîne, si vous le voulez bien, avec deux records. Deux records, Johan. Et le premier se passe sur Netflix. Tout à fait, avec un film qui est sorti milieu de semaine dernière qui s'appelle On se connaît ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est le premier film en langue arabe de Netflix, donc le premier film Originals. Une comédie sur un dîner entre amis où de nombreux secrets sont dévoilés quand ils décident de partager leur téléphone. Ah, c'est un jeu. Voilà. Et donc en fait c'est un film qui est inspiré du jeu, mais avant d'être inspiré du jeu, il est inspiré, c'est un remake d'une comédie italienne qui s'appelle Perfetti Sconosciuti. Oh, c'est bien dit. C'est bien travaillé. Ça a été à la Venise, ça. Et donc pourquoi un record? Parce que c'est le film, alors qu'il est sorti qu'en 2016, qui est entré au Guinness, c'est le film le plus remaké de tous les temps. Ah oui? Déjà 20 remakes en 5 ans. Alors, tu vas nous le faire. D'après ce que je vois là sur mon runner, tu vas nous faire tous les titres dans toutes les langues originales. Je peux essayer. Il y a donc le jeu de Fred Cavaillé qui était sorti chez nous. C'était simple, porté notamment par Bérénice Bejo. Et vous allez voir, à chaque fois, les photos sont un peu identiques. Il y a Perfectos Desconocidos d'Alex de la Iglesia. Espagnol. C'est pas mal. Je fais attention au moment où ça va passer de l'accent à la caricature. J'ai pas fait les autres. Et donc néerlandais, non? Il en est à 20 et il y en a encore 2 prévus puisqu'il y a un projet norvégien qui est en cours et il y a un projet américain porté par Issa Rae qui fait notamment Insecure. Donc en fait, c'est bizarre de voir que cette histoire en 5 ans a inspiré 22 pays différents. Puis même de la Iglesia, c'est pas le premier tâcheron venu, quoi. Après, c'est un film qui, à mon avis, coûte très peu cher à financer aussi. C'est un huis clos. Tu peux mettre des têtes d'affiche aussi dans le rôle de tes. Et puis le concept est super sympa. Ce côté, on met les portables et en fait, en gros, le concept, c'est donc tout le monde met son portable et dès qu'il y a une notif, en fait, on l'ouvre, on la lit à tout le monde. Et donc évidemment. Si c'est ton amant qui t'écrit à ce moment-là ou un truc comme ça. Personne ne connaît le mode avion dans ce monde, c'est fou. C'est l'histoire de ma vie, ma femme, ça. Donc, tu joues au jeu tous les soirs. Moi, c'est tous les jours le jeu, moi, tu vois. Second record, c'est du côté de Marvel cette fois. Tout à fait, c'est pour toi, ça va te faire plaisir. Marvel qui est entré dans le Guinness Book des records. Pourquoi? Puisque nos amis Tobey Maguire et Willem Dafoe, qui sont dans un certain film. Dans Spider-Man de Sam Raimi en 2002. Viennent de remporter le titre de la Longest Career as a Live-Action Marvel Character. C'est une catégorie. Voilà. Donc c'est en fait les gens qui ont joué des personnages Marvel en live sur la plus longue période donnée et donc avec 19 ans et 225 jours. Ils ont battu Hugh Jackman et Patrick Stewart qui était passé de X-Men à Logan et qui avait donc le record à 16 ans et 232 jours. Sachant qu'on a entendu parler que peut-être Logan reviendrait. Voilà, c'était mon point d'après. Mais non, mais c'est très bien. Un record qu'il pourrait récupérer dans Strange 2, puisqu'on annonce certains X-Men dans Strange 2, et notamment peut-être un caméo de Hugh Jackman. Donc dans ces cas-là, il récupère le record. C'est génial. Et au passage, on en parlait juste avant que l'émission démarre. Tom Cruise, sachez qu'il est également rumoré. Rumoré, c'est joli. Rumored pour être dans le film, puisqu'on se rappelle que ça a été le premier acteur envisagé pour jouer Iron Man. Il a dit non, il aurait peut-être dû dire oui.
Et donc en fait, dans un monde où Strange visite plusieurs multivers, il pourrait voir différents variants et différentes incarnations des héros qu'on connaît, et notamment un Tony Stark joué par Tom Cruise. Ça serait assez rigolo. Si le leak est bon, enfin si ça s'avère vrai et qu'au cinéma ça rend bien, ça leur donnait des idées. Et puis lui, il s'en fout, même à 40, même à 50 balais, il continuera à faire ses cascades tout seul. 60, Tom Cruise. ouais. 60. On ira à 60. Non mais c'est un malade, donc pourquoi pas. Hein. Et pour terminer, on pourrait dire que c'est un peu un record. Les chiffres, vous savez, les chiffres du box-office sont toujours bouclés le mardi soir en France, donc on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais a priori, ce soir ou demain, No Way Home devrait être le plus gros succès Marvel de tous les temps en France. Wow. Devant Endgame, puisque Endgame était à 6,9 millions et il était à 6,6 millions No Way Home. Donc logiquement, sous quelques jours, ça sera le Marvel le plus vu de tous les temps chez nous. Non, j'aime bien ce modèle. Ok, mais écoute, merci beaucoup. Je vais juste te laisser la parole avec quelques news en bref, le temps de tousser, mais je vais couper mon micro. Voilà, et la première news en bref. Vous avez peut-être vu passer ça sur Twitter ce week-end. La Fast Family ne cesse de s'agrandir. C'est Vin Diesel qui a posté ça. Ah oui, il fait pas les accents, il fait le slang aussi. Avec Aquaman, avec Jason. Exactement, Jason Momoa. Incroyable. On sait qu'ils se sont, on l'a assez raconté ici, ils se sont disputés avec Dwayne Johnson. Dwayne Johnson ne reviendra pas. Du coup, c'est Jason qui vient. Il va pas reprendre le rôle de Hobbs a priori, on connaît pas trop son rôle. Ah, c'est un cousin. Ça, voilà, certaines personnes annoncent qu'il jouerait un méchant. On le voit peut-être plus jouer soit un petit frère de Hobbs, soit un pas le méchant. Moi, j'avais cru comprendre, j'avais ouï dire, vu que ce priori, il jouerait le méchant, parce qu'à chaque fois, peut-être le méchant. Dans la famille, c'est pas impossible que ce soit quand même le cousin. Hein. Non, mais c'est ça. Dans la famille, c'est peut-être un membre de la famille qui devient méchant, à la fin devient gentil. Donc, ce serait le dernier, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Non, je crois qu'il y en a un 11e. Il y en a un 11e. Ils n'ont pas dit 10. Non, c'est 11. À chaque fois, je me pose la question. 42. Mais je pense que de toute façon, tant qu'il y aura besoin d'argent pour ces gens-là, on n'a pas d'autre. Il y aura des voitures. On reste dans les tridents. Et on reste. Oh, très belle transition. On reste dans les tridents avec Percy Jackson. Percy Jackson, souvenez-vous, il y avait eu 2 films qui. Peut-on vraiment appeler ça un film? Je ne sais pas. C'est marrant. Mollo sur Percy. Non, mais c'est pas un grand film, mais c'est quand même un petit divertissement sympa quand t'es gamin, non? Je pense que le film. Ok. Je pense que le film n'aura pas ses lettres de noblesse au bouquin pour enfants qui est à l'origine. Ok. Voilà, Chloé est très remontée. Donc Chloé va être contente puisque donc l'histoire est rebootée en série, supervisée notamment par Rick Riordan qui a fait les romans. Et donc en fait les séries, au lieu de tout ramasser en 2 heures dans un truc à peu près bancal, vont permettre de prendre beaucoup plus du temps, de se consacrer à chaque personnage, de creuser l'univers. Et donc c'est une série qui se passera sur Disney+, et qui sera, enfin en tout cas la première saison sera adaptée du premier tome. Ils auront peut-être plus de place pour faire plaisir aux gens qui ont lu les romans, qui sont peut-être convaincus. Carrément. C'est vrai que le film, sur Witcher, ça leur laisse pas. Enfin bon, je vais pas mettre un mot sur Witcher parce que. On parlait de Dwayne Johnson, Johan. Lui, il poursuit dans les jeux vidéo. Il poursuit dans les jeux vidéo. Il a fait une annonce sur Twitter. Nous amenons l'un des jeux les plus gros et les plus badass à l'écran, l'un de ceux auxquels je joue depuis des années. Nous voulons le faire comme il le faut pour nos amis gamers. C'est vous. Alors Doom, on oublie. Faut arrêter parce que Doom, on l'a subi. C'est dur. Attends, c'est pour faire Doom? C'est ça? Non, c'est pas Doom. Parce qu'il a fait Doom, il a fait Rampage. C'était les deux, ouais. Donc là, ce serait son 3e jeu vidéo. Et il annonce un truc énorme. Donc certaines rumeurs, parce que ça fait longtemps qu'on en parlait, il dirait que c'est peut-être Duke Nukem. Alors Duke Nukem, ça me régalerait. Dwayne Johnson en Duke Nukem, ça semble évident. Il a une couleur. Ça s'arrange. Il a les muscles. God of War, pourquoi pas? Ah, ça plus. Ouais. Gears of War, pourquoi pas? Gears of War. Oui, mais alors non. Moi, j'apprécierais que ce soit Gears of War. En Kratos, il a un petit second degré qui effectivement ne passerait peut-être pas bien pour Kratos. C'est vrai. Pour Gears of War, je prends Dave Bautista par exemple. Ah oui, dans je signe les deux. Je suis pas d'accord. Ah si, physiquement, non, je suis pas d'accord. Il faut un acteur. Le chat est très chaud sur Call of Duty. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a un autre projet avec Call of, donc, je pas sûr. Nous, on avait aussi noté peut-être Red Dead Redemption. Il faut arriver à le mettre sur un cheval et que le cheval tienne le tournage. Ah, ce sera pas gagné. Après, il y a des films qui ressemblent à Red Dead, c'est des films de cowboy. Et il y a d'autres. Et certaines rumeurs annoncent peut-être aussi un Fortnite le film, puisqu'il y a une skin qui permet de jouer avec Dwayne Johnson dans Fortnite. Oui, mais c'est peut-être le plus logique au final parce que. Après, Free Guy a une petite mood Fortnite. Ça suffit du coup. Comment tu fais les constructions dans le film? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi? Le mec il tape un arbre et il va construire au fur et à mesure. CGI, en fait.
Je suis en galère, vous je faites pas tape dans le mur, j'ai de l'acier, on y va. Moi, je vote Duke Nukem. Duke Nukem, il me régalerait. Bon, je serais le seul, mais. Juliana, un avis je sais pas si. Moi, je vote Pong ou Tetris. Je pense que c'est vraiment. Fais la balle. Non, pourquoi pas Red Dead Je me dis pourquoi pas. En vrai, ouais. avec du fun, quoi. Oui. Non, je peux pas. Ah, tu peux regarder, pardon. Non, ouais. Non, bah, moi je suis très chaud pour. Alors, un truc un peu novateur, tu fais pas un truc qui ressemble vraiment à d'autres films, genre Fortnite, ce serait fou, mais au moins dans le pari, et Duke Nukem parce que ça me régale. Parce que c'est vrai que Rampage c'était pas mal, Doom c'était catastrophique. Mais Duke Nukem en 2022, c'est compliqué, hein. Alors, sur le côté macho, évidemment. Typiquement, Duke Nukem, là, je t'écoutais en parler, je me faisais l'idée, je me dis ça peut être cool, mais ça attire qui à Oui, part, en fait, nous, je suis tu vois, d'accord. En fait, c'est plus une licence qui parle aux gens, ça parle qu'à moi. Est-ce que vote c'est par pas contre, l'occasion de faire un Legacy Quells Moi, je pose ça là. Et Johan qui nous remet sur les rails. On va accélérer un petit peu. Donc du coup, autre news, Blanche-Neige. Oui, On va alors, parler- vous en avez peut-être entendu parler Phil parce que Johnson. voilà, il y a eu beaucoup de bruit autour de Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, un film est en projet du côté de Disney, un film live action réalisé par Mark Webb qui avait fait notamment les Spider-Man, porté notamment par l'héroïne de West Side Story dans le rôle de Blanche-Neige et par Gal Gadot en méchante La sorcière. enfin, la méchante. Ouais, la marâtre. Notre ami Peter Dinklage, et Tyrion dans Il est pas- Game of Thrones, il est pas content. il a pris la parole. Il a dit, donc c'était dans un podcast, ils sont progressistes d'une certaine manière en prenant une actrice d'origine d'Amérique latine pour jouer Blanche-Neige, mais en même temps, ils continuent de faire cette putain d'histoire d'arriéré où sept nains vivent ensemble dans une grotte. C'est juste pas possible. Mais est-ce que ces gens-là ne comprennent pas le légendaire originaire germanique? Ça n'a. Je ne sais pas. Enfin, Du coup, réponse de Disney. Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation original, nous adoptons une approche différente avec ces 7 personnages et avons consulté des membres de la communauté d'unanisme. Donc a priori, il se dirigerait vers complètement autre chose. Certaines personnes disent que ce serait des créatures alors, magiques. Excusez-moi, je veux comprendre. On parle pas d'êtres humains qui sont atteints de nanisme. On Tout à fait. parle de nains issus des contes et légendes. Donc c'est une race à part qui n'est pas humaine. Enfin, je vois pas où est le. Mais en plus, il n'y a pas on parlait hier des acteurs de petite taille, justement, qui ont gueulé. Ils se sont dit, bah non, nous, ce que dit Peter Dinklage, on n'aime pas parce Exactement. que. Ah, pardon, c'était. Mais vous êtes trop bons Non, aujourd'hui. non, J'ai l'impression qu'on est tous connectés. Notamment un acteur qui s'appelle Dylan Postel, donc un comédien de petite taille également, qui a dénoncé l'hypocrisie et l'égoïsme de Peter Dinklage en disant il y a ici 7 rôles pour des gens qui n'ont pas accès aux rôles normaux et ils disparaissent à cause de lui. Cela n'aide pas notre communauté, ça enlève juste des jobs à la communauté. Peter Dinklage est le plus grand acteur de petite taille, mais clairement pas le roi des nains. Il y allait, il s'est un peu lâché, monsieur. Quand il a été embauché pour des rôles de nains dans Game of Thrones ou d'autres films, ça lui posait pas de soucis. Maintenant, il veut jouer le progressisme. Arrête un peu, mon gars. Mais c'est surtout que ça n'a absolument aucun fondement. Encore une fois, on parle pas du tout de la bonne chose. Enfin, c'est comme si. Enfin, excusez-moi, j'ai du mal à comprendre le truc. Mais on n'est pas sur des. Alors, Witcher a fait cette erreur déjà de mettre les dwarves. Issus de l'imaginaire de Heroic Fantasy avec des humains atteints de danisme. Ce qui pour moi est plus stigmatisant que de faire comme le Seigneur des Anneaux où on se dit bah c'est une race machin. Je veux dire pour les elfes on a mis des oreilles pointues aux gens et c'est la même chose en fait. Ou pour les aides, ou pour les. Enfin, je comprends pas la polémique. Bah moi en fait limite j'aurais peut-être même plus un projet. Le problème moi ce serait plus. C'est juste que c'est le même mot peut-être. C'est ça qui choque. C'est surtout que notre cinéma, enfin que ce soit américain, français ou autre, la discrimination positive est en train de prendre le pas sur plein de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné en fait on cherche à chaque fois à réfléchir de bon est-ce que je remplis bien toutes les cases. Oui j'ai une personne de couleur, oui j'ai une femme, oui j'ai. Après c'est bien d'avoir plus de. C'est tout à fait intéressant tu vois, mais des fois et par exemple moi c'est Blanche-Neige où je suis un peu sur le cul. Le rôle de Blanche-Neige, le personnage de Blanche-Neige c'est elle a la peau blanche comme la neige. Bah non, on prend pas une nana avec la peau blanche. Je fais, mais les gars, c'est le propre même du personnage. Tu vois, je suis d'accord que par exemple, pour Ariel, ils aient pris une nana afro-américaine, etc. Oui, parce que ça se passe dans les Caraïbes, donc c'est plus oui, logique. Donc ça passait, tu vois. Mais là, putain, Blanche-Neige, on n'est pas sur autre chose, tu vois. Moi, c'est plutôt le rapport Blanche-Neige qui m'a plus choqué que. Bon, bien sûr, les nains, après, n'étant pas atteints de nanisme, je comprends peut-être pas la logique et donc je préfère leur laisser le débat. Mais moi j'avoue qu'au bout de la 12e version de Blanche-Neige, j'en ai un peu rien à foutre qu'elle ait la peau blanche comme neige ou pas. Oui, en fait, oui, je veux dire, on en a vu, revu. Enfin, il y a un moment, c'est aussi un conte de fées. Enfin, on peut prendre la liberté d'eux. Enfin, il y a pas. Je sais pas. C'est juste que je comprends aussi qu'on en est.
Non, mais regarde, Cyrano de Bergerac qui va d'ailleurs être joué par Tyrion. C'est tout à fait logique parce qu'en aucun cas on dit que c'est un grand gaillard, etc. Non, on dit juste que c'est un mec ardu, etc. Par exemple, que Hermione soit jouée par une nana afro-américaine, pareil, parce que dans le livre, en aucun cas, elle est décrite comme une nana blanche. Donc c'est pour ça que dans la pièce de théâtre, elle était Renoir. Mais là, je me dis, merde, c'est la caractéristique du perso. Donc, moi j'aime bien qu'on prenne des libertés aussi, je trouve ça bien. Après c'est un vaste débat. C'est nature le truc, moi. J'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs qui étaient un petit peu limites à l'époque de Disney que les gens ont peur de changer ou soit se disent qu'on va tout changer tout de suite. Ils se disent on peut pas rester comme à l'époque parce qu'aujourd'hui ça ne passerait pas. Mais tu sais que Disney+, moi l'autre jour j'étais avec mon petit neveu, je voulais me faire Peter Pan. Tu sais que sur le compte Disney+, pour les enfants, tu n'as plus accès aux Aristochats, à Peter Pan, aux Dalmatiens, à Blanche-Neige et les 7 nains. Tu n'y as pas accès, hein. C'est interdit parce qu'ils véhiculent des images là. Par contre, tu as sur le compte adulte, aucun problème. Alors là, mais c'est normal, c'est parce que tu es censé être un adulte qui accompagne un enfant dans la vision du film et que tu es censé lui expliquer au moment où le panneau arrive pourquoi, effectivement, ce sont des représentations qui ne collent plus forcément et qui peuvent être blessantes, qui peuvent être offensantes. Et c'est hyper important que, bien sûr, qu'un gamin de 4 ans et demi ne va pas lire le panneau. Et c'est justement pour qu'il y ait un nouveau chemin de vision de ces œuvres-là, qui soit encadré par des adultes qui puissent expliquer à leurs enfants, en fait, ce film, il est super, mais il faut que tu aies à l'esprit qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas sur le profil enfant et qu'ils le mettent sur le profil adulte. Le vrai problème, ça serait de supprimer ces films définitivement ou de supprimer ces scènes. Ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. On met du contexte aux choses. C'est important de mettre du contexte et c'est important qu'un adulte accompagne un enfant aussi pour lui donner du contexte sur certaines choses qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, mais mon petit neveu, il a 10 piges. À un moment donné, c'est aussi pour lui laisser le choix d'avoir accès à un espace à lui. Tu lui expliques. Et malheureusement, s'il veut voir ces dessins-là, il est entre des films d'horreur parce qu'au Disney+, c'est très spécifique quand même. Je suis désolé, c'est parce qu'il est dans un entre-deux d'âge. Enfin, je sais pas. Mais je suis pas pour la suppression d'œuvres parce que. Et personne ne l'est. Personne n'est sur la suppression d'œuvres. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas supprimées. En tout cas, pas autour de cette table. Il y a d'autres endroits où, si, ils sont un peu contre. Mais vaste débat, qui est en l'occurrence complexe. Moi, j'ai juste une question. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des trucs nouveaux, sinon aussi, plutôt que de refaire des anciens trucs Pour terminer, sans transition, un biopic Made in France qui est une première. Qui est une première, tout à fait, puisque ce sera le premier biopic français consacré à une sportive. Et c'est un biopic sur Marinette Pichon. Ok. Je sais pas. Marinette Pichon. Équipe de France de foot. Une sœur dans GT. 81 buts en équipe de France. Le tournage a démarré hier. Elle sera jouée par Garance Marillier, que vous aviez vu notamment dans Grave. Et ça portera sur 3 décennies, c'est-à-dire de 1980 à 2006 en gros. Et avec Moi, Tonia comme référence, c'est-à-dire énormément de petites scènes qui accompagnent toutes ces années, beaucoup de scènes familiales et beaucoup de choses qui vont montrer les violences intrafamiliales qu'elle a subies, l'évolution et la reconnaissance du foot féminin, l'émancipation que permet le sport, l'homosexualité et le handicap, parce que c'est la première sportive à avoir fait son coming out, et elle est en couple avec une sportive handicapée. Donc plein de thématiques qui peuvent être super intéressantes, réalisées par Virginie Verrier. Et donc c'est en tournage depuis hier. Est-ce qu'on sait si, comme pour Suprême, elle a un droit de regard, elle va superviser un petit peu, je suppose qu'elle a donné son accord, etc. Mais est-ce qu'elle sera intégrée à la réalisation ? C'est une info que je n'ai pas et qu'on vérifiera, parce qu'en fait, le truc nous a pris par surprise hier. En tout cas, il y a eu un communiqué de presse, mais c'est assez intéressant de voir que ça... Et puis on espère aussi que les scènes de foot seront bien faites. Sur ce sport-là, c'est toujours le problème en cinéma de bien faire les scènes de foot. Pas que le foot, le sport en général. Gaulle. Rappelle-toi des 3 films Gaulle, c'était terrible. Catastrophe. Et les collègues, surtout que personne n'a en tête. La mondialette avec Patrick Bosson, tout pas aux collègues. Attends, c'est un des classiques. Moi, je vous rappelle que je suis marseillaise. Avec Cantona, mon père. C'est un classique. Le seul qui a l'air à peu près réaliste, c'est Shaolin Soccer, quoi. Tout le monde le sait. Mais si. Il y avait Jula comme Beckham. Mais la méthode Williams, mine de rien, les scènes de tennis sont bien. Grand film. C'est vrai. Me régale. Les scènes de tennis sont bien. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Je parlais de toi hier. Il va être 17h et je vous propose d'enchaîner directement avec les coups de projo. Jingle. Et le premier des coups de projo, c'est le tien, Johan. Déjà. Oh, bah alors. Ah ouais. Tant que t'es chaud, tu vois ça. J'ai envie de vous parler d'une série qui n'est pas encore diffusée en France. J'espère qu'elle arrivera bientôt parce qu'elle est diffusée sur HBO Max, qui s'appelle Peacemaker, qui est donc une série spin-off de Suicide Squad, qui donc a été rebooté. Donc on parle du reboot, qui a été rebooté l'été dernier par James Gunn, qui s'est complètement planté parce que peut-être que c'était trop tôt et que les gens n'ont pas compris pourquoi il y avait un Suicide Squad qui revenait avec pas du tout les mêmes personnages sauf Harley Quinn et d'autres.
Bref, déjà le film en lui-même était drôle. Et il y avait ce personnage, et notamment dans sa relation avec Idris Elba, qui était très drôle. Et ce personnage joué par John Cena, qui a donc eu droit aujourd'hui à son spin-off. Et un spin-off, donc, comme je le disais, qui n'est pas encore diffusé en France, et on espère vraiment qu'il trouvera un diffuseur. Mais même si vous ne l'avez pas vu, vous avez peut-être entendu parler de son générique de début, qu'on va se regarder juste après, parce que c'est vraiment un grand plaisir. Donc on se le lancera pleine balle. Pour James Gunn, l'enjeu était de créer un générique très très différent de tout ce qui a été fait en télé et dans l'univers d'ici. Et il a réussi, parce que c'est un numéro dansant complètement what the fuck, porté par tous les comédiens, donc c'est-à-dire second rôle et premier rôle, avec beaucoup de décalage. Ils ont une chorégraphie complètement improbable. Ils sont tous un peu hors temps, donc il y a un côté vraiment foutraque. Il y a Robert Patrick, qui a 75 ans, le T-1000, qui participe à la chorégraphie, qui est sur la chanson Do You Wanna Taste It du groupe de air metal Wigwam, donc c'est très très 80. Et ça mêle la danse moderne, des mouvements inspirés de vieux comics, donc vous savez, des espèces de postures un peu de super-héros, du burlesque à la Chaplin, Buster Keaton, et les différents styles de combat des personnages de la série. Donc là, on voit quelques images de making-of, et c'est vraiment jouissif. Merci Johan. Genius, de ton côté, tu veux nous parler de... Oui, All of Us Are Dead, évidemment, du zombie. Du zombie en voiture, voilà, vous savez que je suis fan absolu de films de zombies depuis la plus belle époque. Il y en a un qui était sorti sur Netflix, je sais plus son nom là, évidemment. C'était avec Snyder. Non, ça c'est Army of the Dead, celui qui était coréen aussi, un film dans un immeuble. Oui. Un mec qui était coincé Voilà, sur son balcon. qui était pas terrible. Ça évidemment, il vient de sortir. Il y a plusieurs épisodes qui durent 1h, 1h06. J'en ai maté 5. L'histoire évidemment d'un quotidien de plusieurs lycéens évidemment, et leur vie se voit chamboulée par la propagation d'un petit virus qui transforme les gens en des gens méchants, en bisons, en zombies, avec tout évidemment. Bison, j'aurais été curieuse de voir cette version. Big Zombie. Le bison garou. Le bison en méchant, avec tout le drama côté émotion évidemment, battle royaliste, j'ai envie de vous dire, relation entre les humains, relations amoureuses, rivalité, tout ça. J'aime beaucoup pour l'instant, pourquoi ? Parce qu'il y a tout le savoir-faire et l'efficacité du cinéma coréen. Il y a déjà quelques plans et quelques scènes cultes pour moi. C'est très gore, très cru, très rapide, très fast. Franchement, on s'ennuie très peu. J'ai beaucoup aimé cette série, j'en attendais pas grand-chose. Au début, je me suis dit, le côté un petit peu lycéen, ça va être un petit peu redondant, un petit peu long, un petit peu trop tiré. Et au final, dès le début, on est dedans. Il y a une petite référence à Rec, je ne spoil pas, notamment au début du film, et quelques petites références, on va dire, si je peux dire, à World War Z, notamment le côté dynamique, vraiment très nerveux des zombies qui s'empilent entre eux, qui traversent les fenêtres. Enfin, c'est vraiment. C'est plus désinfecté que des. C'est plus une série d'infectés. J'allais dire, c'est désinfecté, c'est à la mode, ça court. Il y a des plans où ils se massent contre les vitres et ça pète. C'est Dernier Train pour Busan. C'est ça. Si j'ai kiffé ce film, je vais kiffer cette série. Tu kifferas de fou. Okay. Franchement, à mon avis, je sais pas, ça se passe pas que dans le lycée, je ne spoil pas, apparemment ça aussi, ça se déploie ailleurs. Je sais pas s'ils vont vers un espèce de Walking Dead version lycéen, version zombie à la coréenne. Je vous dis, c'est très efficace et surtout c'est très bien fait. Des fois les films de zombies c'est un peu moins fait, c'est très cru et franchement on se prend tout de suite à la série. Combien d'épisodes ? Alors moi j'en ai regardé 5, je veux pas dire la connerie, peut-être qu'il y en a 10. Il y en a 10, je crois. C'est ça, hein. C'est plus d'une heure, 1h06, donc c'est quand même assez copieux et franchement tout de suite c'est très très bien fait et le générique très bien foutu où tu vois de haut en fait. C'est écrit Early Horizon, en fait c'est les zombies qui sont filmés de haut et franchement très très cool. Ils ont fait une petite Corée du coup. Ouais, c'est ça. Il y a John Cena qui est. Il y a Robert Patrick au milieu. Voilà. Donc, et puis je vous dis, c'est très gore. Franchement, je m'étais dit Netflix, ils vont un petit peu calmer le truc. Ça y va franco. Oh, les zombies, ça marche toujours. Hein. Ah, les zombies, ouais, mais je te dis, ce film-là, quand tu parlais, qui était coréen, j'étais très déçu. Ouais, et Army of Dead, bon, j'aimais bien, mais c'était un petit peu léger. Peninsula, très dur. Ouais, Peninsula. Peninsula. Quand t'as vu Dernier Train pour Busan, Peninsula, c'est très dur. Oh, c'est très dur. Ah, je dis ça, petit côté, allez, Dernier Train pour Busan, Rec et World War Z, si je veux faire un petit peu. Et il y a un truc intéressant dans l'épisode 2, c'est qu'en fait, il révèle assez vite l'origine de l'infection. Nice. Et c'est une origine un peu bien. sociétale. C'est pas mal. Et c'est ça. Et j'aime quand tu parles comme ça. C'est pas mal. Non mais c'est ça parce que c'est intelligent et c'est pour ça que je parlais de Rec parce que peut-être tu sais pourquoi etc. Le patient numéro 1. Mais c'est très bien vu voilà, c'est intelligent amené, c'est pas juste un virus qui arrive d'une chauve-souris qui contamine tout le monde. C'est très très bien vu. Donc voilà, tu me dis 10 épisodes 10 Ouais, c'est 10. C'est copieux. C'est copieux, hein. 12 épisodes. Ah ouais. Bon courage. 1h06 T'as la moitié, mais je dis ça. Avec je me couche à 3h, je sais pas comment je vais faire donc voilà. Merci Genius. C'est un plaisir. Puis 12 heures de live aujourd'hui. Je suis à 23h. Merci mon bon Genius. Genius. Un plaisir. Juliana,
Oui. Tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Je vous parle de Yellow Jackets. Qu'est-ce que c'est donc ? Gilets jaunes, ouais, mais c'est pas vraiment sur les gilets jaunes. Ah bon, d'accord. Yellow Jackets, c'est le nom en fait de l'équipe d'une équipe de soccer, de football, donc féminin aux États-Unis. Oui. Dans les années 90, on a une première temporalité dans la série qui se passe en 96, et cette équipe de foot féminine part pour une compétition dans un avion, et l'avion se crache dans une forêt très 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 sauvage. On ne sait pas trop où elles sont. Forêt canadienne, on ne sait pas. Et c'est un remake de Sa Majesté des Mouches, qui en gros va nous montrer à la fois la timeline des années 90, donc de cette équipe de soccer qui est dans la forêt. Bon, on voit quelques images, c'est assez... C'est cru aussi ? Ouais, c'est assez cru. Et on a aussi une timeline aujourd'hui, donc 2021, de certaines de ces gamines. Alors certaines y sont, certaines n'y sont pas. Il y a tout un jeu là-dessus de qui a survécu, qui n'a pas survécu. Et c'est vraiment, enfin moi c'est mon coup de cœur de ces derniers mois. C'est une idée géniale. Les personnages sont hyper chouettes. Il y a une psychologie. On parle de caricature un petit peu au début, enfin pas de caricature, mais on va dire de personnages qu'on a beaucoup vus dans les teens américains, voilà, oui, qui sont un peu archétypaux, mais on arrive à s'en éloigner. Et il y a une psychologie, une écriture scénaristique qui est géniale. Enfin, moi, je ne peux que vous conseiller. Le casting est super. Vous avez donc dans les adultes, donc dans les jeunes filles plus vieilles, vous avez Christina Ricci, vous aviez Juliette Lewis. J'allais dire, c'est Juliette Lewis que j'ai vu. Oui, Juliette Lewis. Vous avez Melanie Lynskey que vous avez pu voir dans Don't Look Up, qui joue la femme de DiCaprio également, dans le film récent Netflix. Et il y a aussi Tony Cypress de Unforgettable. Et dans les adolescentes, pour le coup, il y a Sophie Thatcher qu'on a pu voir dans le livre de Boba Fett. Moi, ma préférée, c'est Jasmine Savoy-Brown qui était dans The Leftovers, dans la saison 2 de The Leftovers et 3. Et Ella Purnell qui jouait dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. En gros, c'est celle qui a été de grands yeux burtoniens. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, elle est assez troublante même dans cette série. Et c'est vraiment une série, si vous aimez Lost, si vous aimez un peu les mystères, Damon Lindelof, tout ça, si vous aimez Twin Peaks, si vous aimez aussi les trucs un peu True Detective, un peu genre très très sombre, de bois, de cornes, de choses dans la forêt qui se passent. C'est vraiment canon. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment le ton. Ça fait à la fois flipper, ça fait à la fois... tu te sens assez proche. Moi, en tout cas, en tant qu'adolescente, je n'ai pas vécu dans les années... Moi, 90, j'étais encore un peu jeune, mais je me suis sentie très proche aussi de l'époque des années 90, en tout cas la féminité, le féminisme dans les années 90. Moi, je trouve ça très, 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 très bien fait. Et en l'occurrence, parité dans les réalisatrices. Donc ça, c'est super aussi, il faut le remarquer. Et je ne peux que vous encourager. Il y a une saison 2 qui devrait arriver l'année prochaine, donc ça sera probablement décembre 2022. Et c'est Canal+ qui va récupérer les droits et qui diffusera. Je n'ai pas vu de date précise, mais ça serait potentiellement dans quelques mois. C'est combien d'épisodes 10 épisodes d'1 heure. C'est 1 heure chaque épisode. Ouais. Là, pour l'instant, c'était. Je ne sais pas si tu l'as dit, c'est en import ou c'est un truc qui. Pour l'instant, oui, c'est pas encore. C'est pas encore arrivé. Je me demande si c'est même pas dès février. Moi j'ai vu mars, février-mars. Mais c'est canon, franchement, vous pouvez y aller. Ça va vous emporter. Et vraiment, moi, j'avais qu'une envie, c'était enchaîner les épisodes. Bien vendu. Oui, clairement. Merci beaucoup, Juliana, pour donc Yellow Jacket. Faut que tu fasses un peu attention, apparemment ça tape un peu. Ça grisaille. Et je vais donner la parole à Nanix. Tu as un truc à nous présenter qui s'appelle The Harder They Fall. On en a parlé ici dans l'émission Le Ciné au courant novembre, parce que ça faisait partie des sorties. J'avais dit à l'époque que j'étais grave chaud pour le voir, j'avais pas pris le temps. Je l'ai vu, et donc je rappelle, c'est un western, évidemment, qui a un angle assez particulier. On va s'intéresser. Alors le pitch, dès le début, on vous le dit dans le film, c'est une histoire totalement fictive, mais inspirée, avec des personnages qui ont réellement existé. Et c'est vrai que quand on regarde les films de cow-boys, il y a très peu de cow-boys afro-américains. Il y en a qui ont même eu droit à des films, mais c'est pas ceux qu'on représente le mieux. Là, l'idée, c'était de mettre en avant ces personnages de western qu'on voit beaucoup moins. Donc c'est un film évidemment très afro-américain, avec une histoire de base qui est assez simple, une histoire de vengeance. On suit les aventures de Nate Love, donc qui est joué par Jonathan Majors, qu'on avait vu dans la série notamment Loki, qui joue du coup Kang le Conquérant. Nate, en fait, qui voit tout simplement sous ses yeux d'enfant sa mère se prendre une balle et son père mourir, tué par un méchant qui n'est autre qu'un certain Idris Elba. Ça, c'est le pitch de base. Et là, on se dit, quand je lance le film, je me dis, oh là là, mon Dieu, j'adore les westerns, Tombstone, etc. J'aime bien cet univers-là. Je me dis,
ça peut être cool, mais à condition qu'il y ait un petit moment épique, que le scénario soit un peu creusé, etc. J'ai pas été déçu, ça dure un petit peu plus de 2 heures. Déjà, on va rappeler que c'est Jay-Z qui produit la musique, et la bande originale de ce film est absolument incroyable. Et surtout, il y a des vraies scènes hyper stylées, surtout sur la deuxième partie du film, quand là vraiment ça tire, les gâchettes partent, etc. C'est assez extraordinaire. Il y a un petit twist de fin qui rend tout le scénar de base hyper fouillis, hyper profond, même si je trouve que ça aurait mérité un petit 20 minutes de plus pour être creusé ou pas. Hein. Je vois peut-être, tu dis ouais, peut-être pas non plus. Tu l'as vu ? Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Honnêtement, je me suis dit, les westerns à l'ancienne, ça marche toujours autant parce qu'il y a les fameux plans séquences, il y a les fameux gros plans, tu sais, je te regarde, tu me regardes, la main sur le flingue. On retrouve tout ça avec une mise en scène d'aujourd'hui, assez contemporaine, ça dépoussière un petit peu le du western. Du néo-spaghetti, quoi. Ouais, enfin, après, j'avoue, le ton du film, je m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup d'humour. Dans les répliques, dans les dialogues, il y a énormément d'humour. À tel point que je me suis dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je regarde ? Est-ce que je regarde un vrai western à l'ancienne ? Il y a ce positionnement un peu en 3 parties. C'est un peu un western à l'ancienne. C'est hyper contemporain et il y a de la comédie. Le casting est incroyable. Idris Elba, encore une fois, tout là-haut, quand il joue un méchant, il est incroyable. Vraiment, ce mec, il prend toute la lumière. Après, je suis pas objectif, je suis vraiment fan de cet acteur. Et vraiment, la dualité entre lui et Jonathan Majors, qui joue ce côté... Je suis un cow-boy, un peu playboy, mais avec une moralité. Mais attention, quand faut fumer les gens, je suis là, je suis pas le dernier. C'est plutôt pas mal. C'est assez violent, notamment la première partie du film. Ça pissote bien le sang quand même, mais ça pissote. J'ai vu qu'il y avait Regina King aussi. Tout à fait, franchement. Zazie Beetz aussi. Et Zazie Beetz, qui, comme d'hab, est incroyable. Honnêtement, moi, c'est un film que je vous recommande. Alors, je regarde un petit peu, après avoir vu le film, les avis des gens sur Internet sont assez divisés. Certains disent c'est un très grand film, d'autres c'est pas moyen de se toucher, on se touche pas non plus en le regardant. Moi je vous le conseille vraiment, c'est une très bonne surprise. Voilà, c'est dispo sur Netflix. C'est peut-être un petit peu longué sur certains aspects, hein. On les sent quand même les 2 heures, mais c'est cool. Moi j'ai vraiment adoré, j'adore les westerns. Oui. Merci beaucoup, Nanix. Je me tourne vers Ted. Oh le Tedo. Yes. Qu'est-ce qu'il a de beau celui-là ? Et Ted, qu'est-ce que tu voulais nous présenter ? Moi j'ai le dernier Del Toro qui est un peu décrié en ce moment, Nightmare Alley, j'espère que je le prononce bien, désolé pour l'anglais un peu approximatif, bon. mais voilà le dernier Del Toro, donc un vrai film pur. T'as dit quoi toi ? C'est pas grave, t'es un acteur. T'es un acteur, t'es chez toi. Donc un vrai premier film noir à l'ambiance assez sombre pour Del Toro. On sait que lui d'habitude il est plutôt le Labyrinthe de Pan, la jeune fille, la forme de l'eau, les Hellboy bien sûr. Bref, il est plus d'habitude sur les monstres et un peu la fantaisie. Et là en fait il abandonne tout ça et il fait enfin son premier film, je dirais, à l'ambiance assez sombre. Alors le film noir c'est bien sûr la femme fatale, c'est le couple en fuite, c'est la personne principale avec un passé sombre, c'est des contrastes très forts au niveau de la lumière, de la photo. Bref, pour moi, je me suis vraiment... Il y a des voix off ? Il y a des voix off. Parce que vraiment, mais oui, au tout début, je vais vous raconter comment. Exactement. Avec un plan dans le bureau où le mec il a son cigare, son impair. On dit qu'une balle tue plus que la cigarette. Moi, je vais vous raconter l'inverse. C'est vraiment genre de truc. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement ce côté-là, il y a des voix off, on se régale. Et en fait, ce film-là, il est intéressant. Pour 2 choses, c'est que la première, en soi, pour moi, il est divisé en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où on est vraiment sur Stan qui arrive donc dans ce fameux cirque, où il va refaire un peu sa vie, rechoper des codes de société, etc. Et la deuxième partie où il va décider d'aller explorer justement le monde avec ses nouvelles capacités, entre autres de mentaliste. Bref, rien de spoilant, c'est le pitch du film. Okay. Le deuxième point, c'est que c'est le problème, c'est que pour moi, il y a 2 films dans un film. C'est-à-dire que si vous aimez la première partie, je trouve que là, par exemple, la deuxième est un peu longuée. Dans le sens où vous vous attendez à une enquête policière, finalement non. Pour moi, c'est énormément de fusils de Tchekhov en fait placés en première partie. Donc les fusils de Tchekhov, c'est on place un élément pour que dans la suite du film ça réponde. Là, clairement, on a un bataillon de fusils de Tchekhov qui est placé aux premières parties. Et deuxième partie, tout le monde tire. Et là, autant vous dire que si vous étiez en train de pioncer la première partie, deuxième partie, vous comprendrez rien. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment pris mon plaisir parce que clairement, Bradley Cooper. Bon, puis vous avez vu le casting 4 étoiles. Bradley Cooper, Rooney Mara,
Cate Blanchett qui va recevoir son César, Toni Collette, William Dafoe. Oh là là, William Dafoe, une pépite dans ce film. Bref, c'est un peu l'histoire de se dire que voilà, les monstres sont des humains, les humains sont des monstres. Et je trouve que voilà, Del Toro, on y retrouve bien sa patte parce qu'il reste quand même là-dessus. C'est sur la descente aux enfers quand même d'un personnage au passé trouble. Si vous aimez un peu voilà tout ce qui est un peu mafia, etc. Enfin, dans l'univers, hein, parce que là on parle pas vraiment de mafia, mais vraiment dans l'univers un peu gangster des années 50, 60, vous allez vous régaler. En tout cas, moi, ça a été le cas. Beaucoup d'univers mélangés, j'ai l'impression. En fait. Ça reste quand même dans une ligne directrice, c'est-à-dire que au début, on est quand même dans la fête folle, donc on est dans l'ambiance un peu faubourg, un peu saltimbanque. Et après, c'est vrai qu'on est dans des trucs très cossus, les hôtels 4 étoiles, on est chez les riches. Et c'est intéressant d'avoir justement les deux contrastes d'univers, parce que lui-même, enfin Stan, Bradley Cooper, n'a pas du tout le même rapport avec les deux milieux. Et c'est pas inintéressant. Alors pourquoi il est décrié ? Bon, bah déjà, c'est parce que Disney qui a racheté, alors je sais plus qui produit ce film, mais bref, en gros, ils ont eu dans la bonne idée de mettre ça en face de Spider-Man. Et en gros, le film a coûté 60 millions. Aux États-Unis, il n'en a rapporté que 9. Donc aux États-Unis, il a fait un flop terrible. Là, Del Toro, il arrive en France et les gens sont habitués du Del Toro, donc fantastique, des monstres. Là, il n'y en a pas, donc il y a des gens qui sont un peu déboussolés, un peu perdus. Et ben, je vous dis, les copains, n'hésitez pas, foncez, parce que c'est intéressant aussi de voir un réalisateur qui sort un peu de ses cadres, qui se risque à certaines choses. C'est un Del Toro qui dure 2h30, donc pareil, c'est un temps à passer au cinéma, mais c'est un film à beau spectacle. Et je ne le verrai pas ailleurs. Alors à la base, ça ne devait pas être Bradley Cooper, mais DiCaprio, qui aurait dû avoir le rôle, mais il avait donc Look Up à faire. Donc, pas de chance, ils ne l'ont pas eu. Et il voulait surtout le faire en noir et blanc. Et vous avez de la chance, c'est qu'au Max Linder, en ce moment même, il est en noir et blanc. Donc il est vraiment dans les conditions que Del Toro, Emmerich, vous le voyez. Si vous habitez Paris, je suis désolé, les copains de province, let's go. Mais si vous voulez aller vraiment le kiffer, allez au Max Linder, il est en noir et blanc. Sinon, dans toutes vos bonnes salles, feu quoi. Feu. Merci beaucoup Ted pour cette présentation de Nightmare Alley. J'achète les deux. Je t'avouerai que moi j'achète vraiment l'ensemble. Hein. Ouais. Là, j'ai vu ton western, mais les autres là, ça me donne de ouf. Moi, je voulais vous parler très rapidement de la série Halo. Il y a eu un trailer qu'on a enfin vu. Voilà, on peut mettre les images si on les a pendant qu'on en parle. Je sais pas si vous avez jeté un œil à ce trailer ou pas autour de la table. Je sais pas. Complètement. J'ai pas vu. Alors, j'adore Halo. Alors moi, je suis pas un énorme fan de la licence, mais elle est importante pour les fans de jeux vidéo en l'occurrence. Et de ce que j'ai compris, il y a quand même deux choses. C'est qu'on est rassuré sur la production visuelle. Ah bah c'est très beau. Sur l'esthétique, notamment les comment tu dis ? Les Covenants. Les Covenants, c'est ça, avec leurs sabres laser, etc. et l'armure du Master Chief. Par contre, apparemment, ça réécrit un petit peu toute l'histoire, notamment sur la rencontre avec Cortana, donc cette IA qui est maintenant dans Windows, ou sur la façon dont l'invasion se ferait, ou ce genre de choses. Donc voilà, je sais pas si vous avez. Alors Cortana, c'est peut-être le moment, si je peux me permettre, qui est peut-être le moins beau. Filandreux. Ouais, c'est l'effet. C'est voulu qu'elle n'avait pas l'air réelle. Ouais, mais le visuel est. Enfin, je me dis. Quand tu vois dans le trailer, il y a des scènes visuelles qui sont très, très. Bon, le vaisseau aussi, mais esthétiquement très bien réussies, qui claquent. Quand tu vois Cortana, tu dis, ça fait un peu chipos. Après, est-ce que c'est pas aussi une volonté, comme d'habitude, d'aller attirer ? Par exemple, moi, Halo, c'est une licence que je connais très, très mal. Tu vois, mais vraiment très très mal. Et je me dis, est-ce que je vais pas être, est-ce que ça s'adresse pas à des gens comme moi qui se disent, bon ben voilà, je suis dans l'univers du jeu vidéo, j'ai jamais joué à un Halo, mais je connais un petit peu de quoi ça parle, mais je suis pas assez expert. Est-ce que c'est pas finalement moi qu'on va aller chercher, tout en gardant quand même les éléments importants pour que les gens qui soient fans d'Halo et experts s'y reconnaissent. Enfin, moi, je pense que Cortana, voilà. Mais je pense qu'il y avait ce côté, ce parti pris de satisfaire les deux parties, je pense. Parce que tu en penses, Norman, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je pense que moi je l'ai tweeté, c'est mon Star Wars à moi. Je suis fan absolu de Halo. Ça a été il y a un avant et un après Halo dans l'histoire du jeu vidéo. L'univers, franchement, tout ce qui apporte, c'est hyper bien fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que même si l'engouement de Halo revient vraiment bien, notamment avec la sortie d'Infinite, ils veulent faire bon aussi avec la sortie série. Ils veulent créer un petit peu un Halo univers. Je suis content pour la série parce qu'on a tendance à un petit peu à l'oublier. Je pense, je suis d'accord avec toi. Parce qu'elle revient de loin. Elle devait sortir en 2015, puis en 2017, en 2019. Ça devait être Peter Jackson qui devait faire le film depuis 1000 ans. Puis il y avait des rumeurs, machin. On savait pas. Et puis non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont choper un petit peu les fans, ceux qui connaissent pas Halo, mais vraiment un univers qui peut attirer ceux qui sont fans de Star Wars ou autres, parce que c'est un univers quand même des fois un peu similaire, et faire plaisir. C'est du space op. C'est un gros budget. C'est un gros budget. C'est une grosse licence. On sait que pour Microsoft, Halo, c'est vraiment une mine d'or. Dans le but, ils veulent développer énormément de choses autour.
Je pense que cette série elle doit aller au-delà juste du fan service. Ouais, mais les fan service, on est, comme tu dis aussi, on est très convaincus parce qu'on voit, notamment, moi je me dis Covenant, il y aura le costume avec Casimir, donc ça va être horrible le truc en plastoc et tout, et en fait c'est hyper bien fait. Donc non, Master Chief. Et Master Chief. Moi, je connais pas l'univers du tout. Je connais juste Master Chief vaguement. Moi, c'est plus côté casting. On en avait parlé quand on parlait de Truman Show, de revoir Natasha McElhone, c'est super. Et l'acteur qui joue Master Chief, Pablo Schreiber, un comédien que j'aime bien. Et en fait, il faut pas qu'il montre son visage. Surtout, ne faites pas l'erreur de Mandalorian. Et surtout de Boba Fett. Voilà, n'enlevez pas son casque. Non, mais vraiment. Et là, on l'a pas vu dans toute la bande-annonce et c'est très bien. Si on peut juste avoir son body language et sa gestuelle machin et que le mec garde son casque tout le long, même si c'est un grand comédien dessous. Je pense que c'est la grande interrogation. Les gens se demandent si est-ce qu'on va le voir ou pas. Mais moi, j'espère qu'on le verra pas. Je suis d'accord. Faut pas le voir. Regardez le milieu de suspense. Merci vous toutes et vous tous pour tous ces éclaircissements. Il nous reste 25 minutes, une demi-heure, on va dire, pour aborder le sujet du jour. Ça parle. Et le sujet du jour, c'est quoi? Ce sont les Legacy Quells. Alors, c'est un nom un petit peu barbare, mais Johan va nous expliquer. J'ai fait mes recherches. Les Legacy Quells, terme qui a émergé, qui a popé le 23 novembre 2015 sur le site Screen Crush. Alors, attends, parce que là, ils font tous les malins et tout ça. C'est quoi Legacy Quells? Voyons si. C'est pas un film où, entre guillemets, un ancien acteur passe son relais à un nouvel acteur pour justement lui dire. Let's go, je te file la licence et moi je disparais. Un peu comme Indiana Jones en mode raté. Ouais, moi je le verrais plutôt du côté prod. Je verrais vraiment les producteurs qui se disent c'était bien ça. Je pense que les gens ils aimaient bien et vu qu'on surfe un peu sur la nostalgie, tout ça, ça serait bien qu'on en fasse un nouveau. Mais peut-être pas faire une suite. Enfin, peut-être on va faire un reboot, mais on sait pas vraiment. Et du coup, peut-être qu'il y aura un passage de flambeau, effectivement. Mais pour moi, ça englobe un peu tout, quoi. En fait, c'est exactement ça. Alors, dis-nous tout. C'est exactement ça. Donc, dire que ce monsieur s'appelle quand même Matt, c'est un journaliste qui s'appelle Matt Singer et qui écrivait un article, on va dire, un mois avant la sortie de l'épisode 7 de Star Wars. Donc en fait, on n'avait pas encore vu le film, mais lui avait vu notamment dans la dernière bande-annonce, je crois, de l'épisode 7, il y avait Han Solo qui racontait, qui disait je te parle d'un temps où on parlait des Jedi, machin, les moins de 20 ans, un truc qui faisait appel à la nostalgie. Et donc lui a inventé ce mot, Legacy Quells, qui est donc maintenant devenu un peu un terme officiel. Et donc comme vous le disiez, c'est un truc qui englobe plusieurs trucs, c'est-à-dire c'est à la fois sequels, les suites, Legacy, l'héritage, et un aspect un peu reboot. Et donc, qui va jouer sur la nostalgie, sur des IP très fortes et aussi sur le passage de flambeau, on le disait. Donc, c'est une espèce de nouvelle forme de suite. Est-ce que ça inclut aussi cette notion de ouais, non, mais le 4, 5, 6, il compte pas, on reprend après le 3 ? Et en fait, il y a les deux aspects. Il y a soit on prolonge des franchises en développant un nouvel épisode ou une série dérivée très longtemps après. Soit on efface carrément des épisodes et on dit non, la vraie suite, c'est celle-là, en fait. Ce qu'a fait Halloween, par exemple. Alors maintenant, vous avez la définition. Ça vous amène quoi comme grosse licence en tête, là, un petit peu ? Moi, je vas-y, je t'en prie. Moi, le problème, c'est que ça m'amène que des films ratés, donc ça me fait un peu peur. Hormis peut-être SOS Fantôme l'héritage, que j'ai trouvé fort intéressant. Très bon. Alors, excuse-moi, je te coupe. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, à votre avis, déjà ? À cause de Scream. À cause de Scream, exactement, de Matrix et de Ghostbusters que vous avez cité. Par Scream. Mais finalement, même Spider-Man, c'est un peu. Avec ce qu'on sait dedans, c'est un legacy. Plus ou moins. C'est un peu la mode. Il y a un passage de flambeau quand même. Un peu. Final Fantasy VII Remake dans le jeu vidéo, c'est pareil un peu ça aussi. 25 ans hier. Mais c'est surtout qu'on surfe aussi sur le fait qu'on soit une génération qui est très attachée à des, parfois même à des choses qu'on n'a même pas connues, ce qui est assez bien foutu, mais à des films des années 80, 90 qui aujourd'hui ont, finalement aussi parfois une résonance, mais parfois non, justement, et c'est ça qui fait la qualité ou pas, je trouve, moi, de ces Legacy Quells. Legacy Quells. Mais moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, et c'est pas un exemple de film, c'est un exemple du coup d'un film qui s'est transformé en série aujourd'hui, et je sais que tu vas kiffer. C'est Cobra Kai. Oui. Qui pour moi, c'était ça. en fait, et c'est le parfait Legacy Quells. Parce que justement, déjà, il y a une notion de cycle qui était présent dans les films à l'époque et dans les Karate Kid, et qui aujourd'hui, finalement, a une nouvelle résonance aussi, a des nouveaux persos, une nouvelle jeunesse. Il y a plusieurs générations. Il y a un truc de passage aussi. Moi, je trouve que c'est une super série sur la paternité, sur les valeurs que tu transmets. Il y a aussi une notion de. C'est une masterclass à partir du produit de base, en fait. C'est ça. Qui était chef-d'œuvre. Enfin, pour beaucoup, moi le premier, c'était chef-d'œuvre le premier en tout cas, et les deux premiers. Et surtout, c'est très malin parce que ça utilise aussi des personnages
secondaires du film original qui deviennent eux-mêmes importants, et c'est aussi comme ça que ça permet un renouvellement, c'est que on a un nouveau point de vue aussi, et donc ça nous permet de décaler notre vision en fait du film original et de suivre. En plus, moi je trouve ça très drôle, très malin, très réussi, les persos sont super. Moderne. Et là, je viens de finir la dernière saison, enfin, et je trouve que c'est génial d'arriver à encore se renouveler comme ça, même si c'est une notion de cycle et qu'on a cette impression en fait de retour aux bases à chaque fois. Moi, ça me fascine à quel point je peux aimer des personnages, les détester, les réaimer dans la foulée. Enfin, il y a vraiment un truc génial. Mais c'est bien parce que très réussi. Cobra Kai a ce côté teen série, en vrai, parce que voilà, le côté jeune, karaté, machin, etc. Ça fait très teen série. Mais c'est vraiment moi, ce que tu disais, c'est. On en parlait des fois avec Génus, c'est hop, il y a un personnage qui revient, on te montre un extrait de Karate Kid, t'es comme un gosse, tu dis waouh. En fait, moi, ce que je trouve surprenant, c'est la qualité de scénar, dans le sens où comment on inclut des personnages, comme tu disais, qui étaient secondaires vraiment, en limite, tu les as vus peut-être 3 secondes, où tu as un souvenir éphémère d'eux par rapport au film, et là, ils deviennent importants, et là, ils arrivent à les creuser, à aller chercher une histoire, enfin, tous ces personnages, certains qu'on avait un peu oubliés, mis de côté, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, en vrai, c'est un très bon exemple aussi. Toutes les saisons et tous les épisodes se valent pas. Moi, malheureusement, c'est les Terminator. Quand je vais penser à ça, c'est Terminator. Tu passes du coq à l'âne, mais donc, du coup, il y a du bon, mais alors des fois, il y a du moins bon. Mais il y a même beaucoup de moins bons. Ce qui est intéressant, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que c'est l'exemple de Legacy Quells réussi, et peut-être que c'est lié aussi au format série. Ouais, parce qu'en fait, tu as le temps justement de développer des trucs qui, si tu vois le premier Karate Kid, on va dire les méchants étaient hyper caricaturaux, stéréotypés. Il y avait le blond, c'est un connard, son acolyte, c'est encore pire. Et en fait, là, justement, moi, je me rappelle quand j'avais commencé la série, je m'étais dit Karate Kid, vraiment, ils font une série là-dessus. Et puis tu vois le truc, et d'un coup, tu fais ah putain, mais si le méchant, c'était le gentil en fait. Ouais. Et qu'en fait, le mec que j'aimais bien, en fait, c'est un connard. La Rousseau devient un connard. Voilà, la Rousseau devient pas très sympathique et tout. Mais ça parle aussi de milieux sociaux, de comment tu grandis aussi dans un milieu social, de comment faire des difficultés de la vie, que en fait tout n'est pas noir ou blanc. Il y a une vraie nuance. Et moi, je pense que si ça marche très bien, c'est aussi que c'est une série qui est elle-même sur la transmission. Donc forcément, quand tu transmets, le fond rejoint un peu la forme. Au final, c'est aussi des valeurs qui sont finalement. Et quand tu dis transmission, il ne faut pas confondre fan service et nostalgie. Je pense que d'ailleurs, c'est une des théories tout à l'heure, la différence entre. Tu parles de nostalgie là. J'ai vu. Franchement, Cobra Kai, c'est la nostalgie pure. Ils ont même remis la musique de Bill Conti qui est fabuleux. Et je suis d'accord, ça marche tellement bien. Tu vois les nouveaux personnages qui arrivent, les anciens, les nouveaux qui arrivent. Franchement, moi, je me suis goinfré les 4 saisons. J'ai fait les 4. Je me suis goinfré le truc. Je sais qu'il y a une 5e qui arrive parce qu'évidemment le twist de fin de la 4e. Mais tu vois, ils remettent l'amour jeunesse de Johnny Lawrence. Exactement. Et également de Elisabeth Chou, incroyable. Elle est là quoi 2 épisodes. C'est incroyable. Rien que le fait de l'amener. Et tu vois à quel point Johnny il a été meurtri par cette histoire en fait. Tu vois. Et c'est là qui est fort, c'est qu'à la base, c'est vrai que en fait, la Rousseau, c'est ça qui est fort, devient moins intéressant. Là où Johnny est réussi dans la saison 4, leur relation, elle est un peu saoulante, mais ils sont hyper attachants. Et tu te dis voilà, il y a du bon et du mauvais dans l'un et dans l'autre. C'est bien. Franchement, au niveau scénar, je trouve que et en plus, moi, j'adorais Karate Kid, et c'est vrai qu'il y avait peu de personnages féminins, en tout cas, dans lesquels je pouvais me retrouver. Et là, il y en a plein, et ils sont super. Et franchement, la saison 3 était un peu en dessous, je trouvais, sur les personnages féminins, parce qu'elles étaient beaucoup définies par leur love interest. Et là, en saison 4, ils ont réussi à reprendre les rênes du truc. Et moi, je trouve ça canon d'arriver à faire des séries qui, à mon avis, parlent à plusieurs générations aussi. Complètement. Je pense que ça nous parle à nous. Ça parle aussi, à mon avis, aux gens de cette génération. Tu parlais de Johnny Lawrence, on va pas faire Cobra Kai tout le temps. Johnny Lawrence, c'est quand même c'est le mec le plus cool. Il est tellement cool, franchement. Et franchement, je me suis même mis à regarder leur Insta. Je me suis dit, je vais racheter un truc Miyagi-Do et tout. Franchement, c'est fabuleux. Franchement, je dis ça. C'est super. C'est fabuleux. Le tournoi, il marche toujours aussi bien. J'allais juste dire, et par rapport au format série versus cinéma, si tu reprends l'exemple de l'épisode 7, Han Solo, par exemple, il n'a pas le temps d'exister. En fait, et finalement, on va le voir juste pour qu'ils disent Chewie, on est à la maison, et en fait, non, mais ils n'ont pas le temps de dire. Mais après, ils se mettent la cheville, alors. Oui, voilà, mais ils n'ont pas le temps dans un film de 2 heures qui en plus doit présenter des nouveaux personnages et tout, de dire Han Solo, on va vous expliquer ce qu'il a raté, ou ses failles, ou peut-être que Han Solo était un connard. En fait, t'as pas le temps, donc en fait, tu tombes dans le fan service. Donc en fait, les films tombent souvent dans le fan service. Même, je sais que vous avez beaucoup aimé Ghostbusters l'héritage. Moi, quand il y a les Ghostbusters qui se ramènent à la fin, à part faire du fan service, je me dis bon. Non, si c'est bien. Non, mais honnêtement, qu'ils arrivent, tu fais allez, c'est du bonus. C'était émouvant, mais je comprends. Je comprends ce que tu dis. Mais surtout, c'est pas trop long quand ils arrivent. Moi, ça va. Je veux savoir ce qu'est devenu Peter Venkman. Tu vois, moi, ça m'intéresse. Un épisode sur Peter Venkman dans une série Ghostbusters, ça m'intéresserait de savoir est-ce que ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, quoi. Ouais.
Et je trouve que le cinéma laisse pas le temps de faire ça. Mais la fin du film ouvre des ramifications. Mais je pense à un autre Lego sequel, j'arriverai jamais à le dire. Mais par exemple, moi j'aime beaucoup les nouveaux Star Trek. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir repris une franchise. Tu parles des films ou des nouvelles séries ? Non, pardon, je parle des films. Des films de J. Abrams. Exactement. Okay. Oui, je trouve qu'en fait ils ont réussi. Les séries, je les ai pas vues pour le coup, donc je pourrais pas me prononcer. Mais je trouve qu'ils ont réussi à insuffler un truc d'aventure. Enfin, pour moi, c'était un peu les Star Wars que j'aurais voulu voir dans la nouvelle trilogie. Non, c'est quoi? C'est Star Trek? Non, non, justement, les films avec Chris Pine. Star Trek. Star Trek. Non, je parle de Star Trek et je dis que ça serait les Star Wars que j'aurais voulu voir. Ah, d'accord, c'est ça. Non, parce qu'il y en a un qui s'appelle Picard. Ah bon? C'est vrai, j'ai vu aucun Star. Ah, c'est vrai. Mais je trouvais ça assez réussi. Je trouvais qu'ils arrivaient à insuffler quelque chose de super avec la musique, justement. Enfin, il y avait des nouveaux thèmes, il y avait des. Et puis la relation Spock-Kirk qui était hyper intéressante. Et il y a alors c'est pas du fan service, mais il y a de la référence effectivement, puisqu'il y a les versions anciennes de lui-même, etc. Enfin, c'était assez malin la façon dont c'était tourné, la façon dont c'était fait, en tout cas dans le premier et un peu dans le deuxième. Le troisième, j'avoue, j'ai pas accroché. Les persos gardent leurs caractéristiques de base, en fait. Tu vois, lui, il est expert en arts martiaux, lui, il est là pour la téléportation, etc. En plus, il y a un peu d'humour, c'était rafraîchissant. Voilà. Après, moi, franchement, ce thème-là, quand on me l'a dit par message, franchement, moi, ça m'a inspiré que des flops. Quand j'y réfléchis, j'y fais. Alors, Indiana Jones, bon bah, Shia LaBeouf, bye bye, on l'a pas revu. Ils refont un Harrison Ford, là, ils refont encore un 5 avec Indiana Jones. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Pauvre Harrison Ford qui quand même entre Indiana Jones, du coup 4, les Star Wars, les Star Wars et Blade Runner, qui quand même fait des Lego sequels, blablabla. Oh non, le dernier là. Moi je suis pas très fan, mais c'est contemplatif. Non, mais c'est très beau et j'ai pas de doute là-dessus. C'est juste qu'en termes de scénario, ça m'a pas transporté. Mais je veux dire par là, tu te dis pas waouh, c'est une totale réussite quand tu le vois et ça surpasse presque le précédent. Ça vaut plus que Star Wars, c'est pas comparable, mais ça vaut plus pour moi que les derniers Star Wars. Oui. Mais je veux dire par là, c'est pas non plus à 100%. Mais un doigt sur le problème du cinéma d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on te vend un beau packaging en mode waouh, c'est beau, mais l'histoire, je suis désolé, elle est fade, quoi. Et à un moment donné, je reprends l'exemple d'Annette, qui est magnifique visuellement, tu vois, mais pour moi, l'histoire ne m'a pas touché, et pour moi, c'est creux, tu vois ce que je veux dire. Bref, mais c'est pas un legacy. Le chat, il parlait de Creed. Alors, Creed 2. Mais attends, Creed, c'est un legacy quoi, c'est un spin-off, attention. Non, c'est un legacy. Rocky est là. Non, c'est un legacy quoi. C'est un legacy. Par contre, lui, il lâche pas le flambeau. Rocky, il est là, il fait gars, je suis encore là. Je crois qu'il est pas là dans le 3. Surtout Creed, c'est quand même une infidélité passée sous silence, elle est rattrapée, etc. Tu te dis vraiment le matériel de base, tu dis vous forcez quand même, et en fait c'est incroyable. C'est génial, incroyable. J'ai préféré le premier, qui pour moi est et en plus c'est un très bon film sur la boxe, notamment les fameuses séquences où on voit la fiche signalétique de chaque boxeur. Je trouvais ça archi stylé. Ce que je reproche à Creed 2, c'est d'être un Rocky encore, alors que Creed le premier était vraiment ma part. Moi j'aime vraiment beaucoup les deux, et moi le 2, et en plus c'est vraiment un de mes films préférés, mais j'arrive pas trop à m'expliquer pourquoi, parce que je trouve pas qu'il soit particulièrement ultra bien réalisé par rapport au premier, etc. C'est un bon Rocky, mais moi il y a un truc où, pareil, dans les thématiques sur la paternité, sur la transmission, en fait vraiment, moi je chiale en regardant Creed 2. Enfin, et même sur et là on en revient au point de vue des méchants entre guillemets, c'est Victor Drago. Moi à la fin je suis vraiment sincèrement émue par son rapport avec son père, par ce qui se passe, et par le fait que, je trouve ça bien raconté. Je crois que c'est pour ça que je préfère le 2 au 1. C'est un hommage au 4. C'est que, oui, bien sûr. C'est complètement le 4. Sauf que là, le prochain, c'est aussi un hommage au 3. Ça va être l'œil du tigre le prochain. Ah, ils font un peu du tigre, réalisé par Bill Jordan, c'est ça? Ouais, et c'est pour ça que j'étais étonné que vous me disiez qu'il n'y ait pas Rocky. Non, Stallone passe la main. Mais finalement, il y a beaucoup de points communs avec Cobra Kai. Parce qu'en fait, c'est celui qui était la star de la saga initiale qui devient le mentor d'une nouvelle génération et qui transmet l'art du combat et machin. Et l'art de la vie. Donc c'est pour ça que je pense que ça nous parle aussi, c'est que c'est très proche, quoi. Par contre, un legacy où j'ai été très surpris, j'aurais jamais pensé que ça va marcher, Jumanji. Le Jumanji de Robin Williams. C'est une legacy sequel ou c'est un reboot? Oui, parce qu'on fait un big up en mode regardez, c'est là qu'il habitait Paris pendant qu'il était dans Jumanji. Pour moi, il y a un vrai lien, tu vois, en mode on fait un raccord. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent. Jumanji 1, peut-être pas le 2, mais Jumanji 1, en tout cas, j'étais en mode, mais après, Robin Williams, il fallait le remplacer quand même, tu vois. C'est ça, le casting est pour beaucoup, ils ont envoyé. Mais même la thématique, transformer ça en jeu vidéo, en jeu de rôle avec des vies, etc. J'ai trouvé ça. Mais je pense qu'ils étaient obligés de repenser les bases même du film et de la licence, parce que tu pouvais pas repartir sur un Jumanji comme dans les années 90, et c'est ça qui est intelligent, c'est que c'est s'adapter aussi à l'époque où tu racontes ton histoire.
c'est pas juste faire un copier-coller ou une photocopie de quelque chose qui a été fait dans les années 90. Je pense que c'est à ça qu'on peut voir d'ailleurs si oui ou non ça fonctionne ou ça fonctionne pas. D'ailleurs, petite purgeasse, Jurassic World. Alors, alors là, Jurassic World, petite purgeasse. Oui. C'est un gros tas de merde, comme dirait Je pense, Johan. Je me tourne vers Johan Sardet. On en parlera au mois de juin quand il y aura Jurassic 3. Oh là là. T'aimes bien ou t'aimes pas? Mais moi j'adore le premier Jurassic World. Ah ouais. Mais moi je trouve que le deuxième Jurassic World est mieux que le premier Jurassic World. On en a Vraiment, parlé sincèrement. de longue fois. Sincèrement. Ok, hein. alors j'allais te dire, se le garde. vas-y, déroule, mais non, on le garde pour. À part le Diplodocus, il dit au revoir sur son île, j'ai fait bon, et après, c'est la fête, quoi. Ok. Donc on le garde pas. Alors question, est-ce que c'est pas un vrai problème aussi d'Hollywood qui n'arrive pas à réellement se renouveler peut-être? Alors au-delà du renouvellement, je pense qu'il y a un vrai problème de renouvellement, et je vous laisserai en parler, mais je pense qu'il y a un problème de marketing surtout, c'est-à-dire qu'à l'heure des réseaux sociaux et du référencement, au lieu de prendre des risques à partir de zéro, tu mises sur indianajones.com, tu mises sur harrypotter.com, tu mises sur des IP en fait. Oui, complètement, mais même dans les séries aujourd'hui. Est-ce que la mode des séries n'a pas influencé ça aussi? Tu retrouves chaque saison tes personnages, Comme le Seigneur des Anneaux, par exemple. et ton univers. Mais Mais on se rend compte à quel point c'est dur de créer quelque chose, pas créativement, mais juste en termes de le faire connaître aux gens. Il y a combien de films hyper originaux ou machin, les gens ne connaissent pas parce qu'en fait, en vrai, on est martelé par des IP, et donc en fait, c'est les IP qui ont influencé. mais même ça. Disney, quand ils ont fait Tomorrowland, qui moi je trouvais un film qui est vraiment pas inintéressant, que j'aime beaucoup et qui a de gros défauts aussi, mais qui en tout cas proposait quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait, si ce n'est Tomorrowland, donc une partie de Disneyland, Disneyland aux États-Unis. Mais ça s'est ramassé, il me semble. Ouais, c'est une catastrophe. Ouais. C'était quand même, et même John Carter, qui était une adaptation des bouquins. Que moi j'aime beaucoup, mais, ça s'est complètement ramassé aussi. Mais c'était une tentative de créer une nouvelle aventure, un nouveau perso. Moi aussi j'aime bien John Carter. J'ai pas trouvé ça mauvais non plus. Hein, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu plusieurs échecs comme ça qui font que, bien sûr, il y a un moment où le chemin de la facilité de marketing est pris aussi par ces grosses boîtes parce qu'il faut bien. Spider-Man va rien rajouter à la sauce. Mais moi, ça me dérange pas que tu veuilles relancer de nouvelles IP à condition que tu trouves le bon format pour le faire et surtout les petites idées. Creed, c'était du. Enfin, moi, quand je vois le scénar au On va départ, voir un truc à raconter. Voilà, déjà. quand je vois Creed, je me dis. C'est limite la façon d'aller chercher le truc, c'est limite. Après, comment t'intègres? Et ce que j'ai trouvé bien, c'est le côté effacé de Balboa dans le premier, un peu trop présent dans le deuxième. Donc c'est plus c'est une vengeance qui lui a besoin de lui. Il a besoin de lui. Cobra Kai, c'est une masterclass par rapport au produit. Et je pense même que les gens qui connaissaient pas Karate Kid, ils sont en mode c'était pas mal pour l'époque, etc. Et moi, je vais revenir dessus. Par exemple, une licence qu'il faut laisser tomber, laissez-la crever, foutez-lui la peine une fois pour toutes. Terminator, on arrête. Faut arrêter. Non mais vraiment, faut arrêter. Faut arrêter. Le troisième dans la temporalité de base était déjà pas ouf. Avec les autres, le soulèvement des machines. C'était pas dingue. 6. Il y en a trop. Il y a eu Genesis, il y a eu Renaissance. Ils ont terminé les X-Men. Il y a une série avec Sarah Connor. C'était pas ouf. Franchement, le deuxième était et reste un monument du cinéma. Ouais. Là, ils se sont dit, on va aller chercher Sarah Connor, l'actrice. Ça va suffire. Ça suffit pas. Si tu mets pas un bon scénar, quelque chose derrière, puis la nana, elle est fatiguée, quoi. Et là, elle en peut plus. Mais c'est Stallone à chaque fois. Ce qui est surtout dommage sur Terminator, c'est que dans le dernier en date, ils avaient un truc hyper intéressant à creuser, c'est que devient un Terminator quand il a réussi sa mission. Oui. Et ça, c'était hyper intéressant de dire un robot que tu as programmé pour tuer John Connor, il y arrive. Et en fait, il fait quoi après? Il peut pas. Visuellement, il fait des crêpes. C'est vraiment un épisode de Tales from the Loop, en fait. C'est pas du tout sauf qu'en fait, du coup, ils mettent des hélicoptères, de la CGI, des explosions, machin, pour dire c'est un blockbuster. Mais tu peux faire un truc intelligent. Sinon, il y a un autre Legacy Sequel que je ne suis pas allé voir, mais parce qu'on m'avait fortement déconseillé d'aller voir parce que j'adorais l'original, c'est Space Jam. Apparemment, c'est. Oh là là, j'ai pas vu. C'est compliqué. On peut reprendre l'expression de Jurassic Park. Ça m'a vraiment. Tu sais pourquoi déjà? Parce que LeBron James, tout champion qu'il est, me parle 10 fois moins que Michael Jordan. Je vais être rejoindre, je veux savoir. J'ai bien dit. Mais non, mais en fait, je suis allé voir le film aussi. Déjà, et puis le film a l'air tellement fait de service à fond que. Cette séquence-là, dans le film, LeBron James te donne des leçons de parentalité. Alors, dans Cobra Kai, il y a un peu ça, etc. Et dans Cobra Kai, ça se ressent. Là, il est pas crédible. Déjà, en acteur, il est pas ouf, mais ça, c'est pas de sa faute, tu vois. Jordan n'a pas donné non plus. À la rigueur, Michael Jordan n'était pas extraordinaire, mais quand tu compares les deux.
mais il n'y a même pas la magie du premier. Puis c'est le syndrome Ready Player One, c'est-à-dire qu'on sort sur la pop culture, on vous met tout, mais vraiment tout. Alors fais gaffe sur Ready Player One, c'est un chef-d'œuvre, on va pas déconner. Hein. Ouais, oh là là, oh bref. Petite. Attention, Top 10 de tous mes films préférés, vas-y mon gars, on y va. Retenez-moi. Non mais grosso modo, c'est qu'à la fin... Toi qui n'as pas aimé comment on dépeignait les gens dans les jeux vidéo dans Matrix, j'imagine pas dans Ready Player One. C'est pas le pire, Mais si tu veux, c'est que là, le match de basket, il était épique à l'époque de Michael Jordan. Il est pas épique parce que... Il n'y a même pas de points, c'est même pas ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment une once de suspense, on comprend rien en plus, c'est mal expliqué, mal joué. Et ouais, et puis à la fin, on te met tout le monde, t'as tout le monde. Tous les personnages de pop culture sont là, ils apportent rien, mais ils sont là. Là, au moins tu les as vus, quoi. Moi, où j'en veux à la Warner, avec ce film, c'est qu'ils ont tué les Looney Tunes. À un moment donné, j'ai pensé qu'ils allaient revenir s'ils parlaient des Animaniacs, qu'ils allaient revenir, etc. Ouais, c'est revenu les Animaniacs. Ouais, mais je pensais qu'ils allaient continuer, tu vois, vraiment en mode, allez, on remet sa cartoon et choses. Il me le défonce, mais j'étais tellement vénère qu'il me pisse sur mon enfance. J'ai dit, mais les gars, mais arrêtez, pourquoi vous nous faites ça, c'est quoi. Pourquoi ce film, c'est un exemple même de ce qu'on se fait aujourd'hui. C'est une suite qui parle qu'aux gens, de l'argent, les références pop culture. C'est un pot pourri de machin. Et en fait, le film n'a aucune âme, zéro. Je dis pas que Space Jam, c'est Amadeus. Alors, Space Jam, moi j'ai trouvé ça incroyable, mais en tant qu'enfant. C'est fabuleux. Mais on en parle du méchant dans le 2 ? Le robot, l'ordinateur, là. Ouais. Non, mais franchement, au début, il commence comme ça, il fait. Mais je vois pas pourquoi on ferait un Space Jam 2. Bah oui, mon frère, on en ferait un. Donc arrêtez, fin, générique, fermé. Générique, il le dit, le bras. Je me casse, je vais faire avec mon popcorn et salut, quoi. Est-ce que il va causer. Mad Max Fury Road est un legacy sequel? Ah oui. Oui. Incroyable. Mais un legacy sequel très très réussi. Il y en a qu'un qui l'aime pas. Désolé, Johan. Mais non, Johan. Moi, je t'aimais tellement d'amour. Mais c'est pas un film Mad Max après. Non, moi j'adore. C'est un Mad Max. Ce n'est pas un Mad Non, Max. c'est pas un film Mad Max. C'est pas lui la star. Pourquoi c'est pas Mad Max? C'est un C'est Furiosa. Furiosa là. Voilà, c'est Bah oui. Furiosa. Mais c'est quand même. Mad Max. Quand même dans l'univers. Gros, il est là, il l'épaule, c'est son chauffeur, quoi. Après, Même les méchants. Après que ça soit Max, Mad Max, c'est un très bon film. Enfin, qu'on aime C'est pas. génial. Moi, je Non, trouve mais ça génial. visuellement, c'est Et on parlait un de film fou. version C'est pas spécial. visuellement, la chrome, elle est magnifique. Ouais, en noir et blanc. Joe Max Linder aussi. J'ai pris le truc, j'ai mis une semaine à voir. Non, mais autant les noirs et blancs. Moi j'adore, je l'ai vu 3 fois au ciné quand il est sorti. Les films en noir et blanc, je trouve que c'est un peu une mode, tu vois, Parasite en noir et blanc, j'ai fait mais what the fuck, peut-être que Nightmare Alley ça doit être sympa en noir et blanc, mais c'est vrai que Fury Road était incroyable en noir et blanc. Je sais pas que c'est chef-d'œuvre, mais bon, c'est. Ouais, si, moi c'est un film qui m'a marqué ces 10 dernières années. Moi j'aime bien quand t'as un réal de 75 ans qui dit à tous les petits jeunes qui veulent faire du cinéma d'action. Qui a réalisé Babe. Qui a réalisé Babe, il faut pas l'oublier. En vrai, le film, c'est comme si tu montais dans la caisse de Mad Max, en fait. Tu te poses au fond. Et tout le film, tu prends tu t'es là. Et tu te fais une accélération de F1. Petite question pour terminer, parce qu'on a quand même un petit peu fait pas mal le tour, mais il y a des petites choses qui sont annoncées déjà. Je pense à la série Predator, je pense à la série Willow. Il y a des trucs comme faut ça. arrêter aussi, faut les laisser partir chez eux. Il a chassé, il faut le laisser tranquille lui aussi. Non, juste celui-là, parce que moi je suis très fan de Predator. On lui laisse sa chance parce que ça va se passer avant et il va affronter une tribu indienne. D'accord. C'est pas mal ça. Ouais, ce sera sur la même histoire. Donc on va sur la même histoire. S'il te plaît, Namix, s'il te plaît, laisse-moi regarder. Excuse-moi, je vais te spoiler. Il y aura une forêt, il y aura de la boue. Voilà. Yoann qui cherche le regard, c'est pas mal ça. Tu cherches. Du coup, voilà, est-ce qu'il y a des licences, des trucs que pour le coup vous aimeriez voir revenir? C'est quoi d'autre après Will? T'as quoi d'autre? Là, j'avais que ceux-là de tête. Excuse-moi. Non, Moi, je suis très contente qu'ils ne refassent pas de Retour vers le futur. Je tiens à dire. Ouais, mais ça, combien de temps ils vont pas y toucher? Non, Zemeckis, c'est vivant. Je pense. Et Gremlins, tu vois, par exemple. Gremlins, ça devait arriver. Gremlins, il y a une série animée qui va être faite sur l'origine des Mogwai. Même le 3, j'avais entendu parler d'un film 3. Ouais, à un moment, il parlait de faire le 3, mais je crois que Joe Dante, parce que Joe Dante, c'est un peu le Spielberg taré, quoi. Donc en fait, il dit les studios me laisseront jamais faire ce que je veux sur Gremlins. Donc voilà. Mais par contre, ils vont, et là, ça s'inscrit dans la Legacy sequel, c'est qu'ils vont faire l'origine des Mogwai dans une série animée. Est-ce que c'est une bonne idée? Sachant que les Mogwai, c'est quand même des êtres qui sont nés dans la littérature pour enfants. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Enfin, c'est eux qui ont utilisé cette légende. Oui, c'est ça. C'est pas. Enfin, pourquoi pas? Question à vous, parce que vous êtes là. Scream, le dernier, c'est de la merde ou pas? La merde. Ok. Moi, je l'ai pas vu, et si possible, je ne veux pas être spoilé. Donc, j'y vais ce soir. C'est très mauvais. Pourquoi tu vas voir ça? D'accord. Je l'ai pas vu. Non, c'est très mauvais. C'est bien. Bon, C'est très mauvais. Paul, s'il te plaît. C'est très Non, mais mauvais. je demandais.
Non, je pense, moi, je sais pas ce que peut raconter un Top Gun Maverick. C'est un Legacy Quell. C'est un Legacy Quell. On sera vraiment dans la passation à la Cobra Kai, puisque il prend le fils de son pote pour lui enseigner quelque chose. Tom Cruise meurt. Creed dans un avion. Ce qui me rassure, c'est que c'est très porté par Tom Cruise. Je me dis, bon, quand je vois un peu comment il est impliqué sur Mission Impossible, je me dis, il y a peut-être moyen que. Mais surtout, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, je me dis, ça va au moins faire le taf. Mais surtout, il a refusé pendant des années de le faire. Et là, il a accepté, c'est qu'il doit quand même avoir un scénario. Il a regardé ses finances, il a fait. Non, il n'a pas besoin. Après, la question, tu parlais de Creed tout à l'heure, c'est que, comme tu disais, il s'efface, Stallone. Est-ce que Tom Cruise est capable de s'effacer pour laisser le petit jeune devant? Dans le trailer, il s'efface pas beaucoup. On parle pas au même bonhomme. Ils sont pas attentifs déjà. J'ai entendu parler d'un. Alors, est-ce que c'est une Legacy Quell? Est-ce que c'est un reboot? Highlander avec Henry Cavill. C'est de la. Ça, ils sont vraiment sur le reboot. Ils veulent effacer vraiment. Repartir à zéro. Alors que le premier est un chef-d'œuvre intemporel. Highlander 1 incroyable. Bah oui. Russell Mulcahy. Incroyable. Il fait partie de mes pires films. Highlander, j'ai pas du tout accroché. Pires films. Un des pires films. Mais gars, il coupe la tête. Attends, c'est plus un spoil. Il date de 80. Il coupe la tête de Sean Connery, d'accord. Sean Connery revient dans le 2. Il nique tout Highlander. On parle que du 1. Oui, donc je suis désolé. C'est un truc unique, Highlander. Il coupe pas la tête, il coupe la. Non, il coupe pas la jugulaire, frère, parce que tu vas bien la tête partir. On peut pas toucher Highlander 1. Et Highlander, ça part en couille comme Terminator. On a Highlander 18, je sais pas ce qu'on fout, qu'est-ce qui se passe? Mais non, Highlander, pas pour moi. Est-ce que Baywatch avec Moi j'ai bien rigolé. Johnson, Juliana, c'est un Legacy Moi j'ai bien rigolé. Je me suis régalé. Je sais pas ce que c'est. Check aussi. Celui avec The Rock. Ah oui, il était très bien. Avec la Moi j'ai bien ri. C'était très drôle. Alors, Avec les couilles bloquées dans le hâte. un peu axé maillot de bain. Le mec a fait qu'une scène. On se payait la côté série, il y avait trop de maillots de bain. Baywatch, le film, c'est carrément. Mais je trouve que Zac Efron est très bon dans les comédies. Mais il est très bon. Parti grand pas. Bon, c'est pas son. Oh putain, le titre de Niro. Mel Johnson aussi. Oui, Du coup, voilà. Est-ce que vous avez un autre truc comme ça qui vous passe par la tête? Vous disiez, ah tiens, ça, j'aimerais bien avoir une suite. On a eu Matrix 4. Robocop. On l'attendait pas. Robocop. Robocop, non, il faut pas y toucher. Robocop. Ça Il n'y a qu'un Robocop, le premier. Ça dépend le comment, c'est toujours pareil. On y a déjà touché à Robocop. Ah oui, mais il faut pas. On a fait un 2 horrible, un 3 horrible. Alors, le reboot de Robocop, il y a pas un Demolition Man 2 qui arrive d'ailleurs avec Stallone. Ils vont faire ça, je crois. Je crois qu'il avait En tout cas, sachez que même si vous ne les imaginez pas, Hollywood est déjà en train de les faire. C'est comme une règle d'internet, ça. C'est comme les Die Hard. Les Die Hard, on aurait dû piquer après le 3, quoi. Oh putain, d'ailleurs, on a fait un 4, 5. Mais quelle horreur, le 4. L'arme fatale 5, ça fait peur. Non, les mecs jamais l'arme fatale. tu vois, les mecs ont 75 ans. Ouais, mais moi, tu vois, je serais pour ça, tu vois. Qui réalise l'arme fatale? Non, mais l'arme fatale, de toute façon, il y a eu la série, qui était aussi une autre proposition. Il est mort. Mais non, là, ils reprennent la même équipe de base. C'est Mel Gibson. Excusez-moi, on n'est pas tous en même temps. Pardon, on parlait tout. On était sur l'arme fatale juste en fini. C'est bien Mel Gibson qui réalise. C'est Mel Gibson qui réalise. Et Ah, ce mais sera ça, je la suis curieuse, par originale. contre. Et du coup, Julien. Du coup, moi, je suis curieuse parce que j'aime bien Mel Gibson en tant que réalisateur. Je trouve qu'il fait des choses vraiment. Jusqu'à présent, de mémoire, même si les deux premiers pour moi sont extraordinaires, les 4 sont ok. C'est-à-dire que tu regardes les 4 films, c'est ok. Avec Jet Li, Magic. Voilà. Et Chris Rock. Oui. Donc je me dis, si c'est Mel Gibson qui est derrière la caméra, qu'est-ce qu'il y a? Mel Gibson. Je dis Mel Gibson, On dirait South Park. Mel Gibson. Je l'aurais pas relevé, j'aurais rien fait. Ouais, mais je sais. D'ailleurs, il n'y a pas un flic de Beverly Hills qui devrait. Non, faut pas. Si, parce qu'avec le. Oui, je crois qu'ils ont prévu. il me semble, C'est ça, parce qu'il y a eu un Prince à New York 2. Ouais. Et du coup, ils se disent, tiens, vu que ça a marché, pourquoi pas. Ne sortez pas Eddie Murphy de la naphtaline, s'il vous plaît. Evil Dead, la série, c'est un Legacy Quell. Ouais, c'était Evil Dead. Mais même le film qui était sorti plus récemment, du coup, il y avait eu 1, 2, 3, et il y avait eu un autre film Evil Dead qui était sorti, qui était lui aussi un Legacy Quell, non? Non, c'était plus un reboot. Pour le coup, ils effaçaient H et tout ça. C'était vraiment un film très sérieux qui se prenait très très au sérieux. Le Prince de Bel-Air. Oui. Je le vois dans le chat. Voilà, exactement. Ah oui, Attends, il est où? Il est tout en bas. Willy the Kid. Voilà. Comme c'est le Prince intéressant de parce que c'est une version, une autre vision de Prince de Bel-Air. C'est Will Smith qui propose une autre version de la série qu'il a joué lui-même. Il est pas dedans, mais c'est quand même lui qui a validé le truc. Il a joué en visio l'annonce du premier rôle, donc son rôle avec l'acteur, et ça a l'air cool. En vrai, c'est une autre proposition. Moi, je suis curieux. Au départ, quand j'avais lu le pitch, je me suis dit, mais ça marchera jamais. Tout le monde a kiffé le côté drôle et tout. Et en voyant le trailer, je me dis, bah ok, pourquoi pas. En vrai, ça permet d'en apprendre plus sur Will
il est tout, sa jeunesse, ça peut être sympa. Bah moi je reprendrais bien une petite part de l'histoire sans fin. S'ils en refont Une petite part. J'en prendrais bien une petite part. Petite, je te coupe Avec Falcor, ouais, ça me manque un peu. L'histoire a une fin quand même, à un moment. Hein? Le mari de la mélancolie. Il y a la série Willow, sinon. Oui, bien sûr. Il y a la série Willow qui est prévue. Il y a la série Willow, ouais. Ok. Avec un trailer C'est plutôt comme rigolo. les Willow Willow Dead. Non, ça a l'air rigolo. Non, c'est la série Willow aussi, il m'a fait peur. Non, moi je parle de Willow. D'accord. Parce que Willow, à la base, Star Wars, à la base, Willow, ils voulaient faire le Seigneur des Anneaux. Oui. Ils avaient déjà commencé la prod et ils n'ont pas eu les droits. Et donc du coup, ils ont fait bon, on va faire un village avec des gens de petite taille et puis une sorcière. Voilà. D'ailleurs, on retrouve l'acteur qui jouait Tyrion, j'imagine, en mode. Non, mais en Legacy Sequel, moi je suis très fan de toutes les séries fin d'années 80, années 90, K2000, Supercopter, etc. Ce genre de trucs, j'adorerais. Alors, pas les revoir au Cinoche, parce que je pense que Cinoche, ça sera raté, mais peut-être dans un format série, mais à chaque fois qu'ils ont essayé, c'était nul. Alors, K2000, la nouvelle version, c'était horrible. Magnum. MacGyver, c'était. Magnum, MacGyver, c'est pénible. Ouais. MacGyver, c'est pas ouf non plus. 24 heures chrono, ils ont fait un truc aussi comme ça. Ouais, donc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme on disait, c'est soit d'amener une âme ou un bon scénar sur Cobra Kai ou un décalage de vision. Mais tu vois, par exemple. Ah, j'aime ça, ça va être la fin du débat. Ce qu'ils avaient fait sur synthétise-moi ce qu'ils avaient fait sur Beverly Hills, c'était plutôt marrant. C'était trop long. 2000, mais en fait, quand ils sont revenus là, c'était en fait les acteurs dans leur vie un peu ratée d'aujourd'hui qui viennent te parler du succès qu'a fait leur carrière. C'était bien, ouais. Et tu voyais les interactions, on va dire, en coulisses de gens qui s'aimaient pas forcément, machin. Et c'était une espèce de vraie fausse histoire d'eux-mêmes qui analyse le succès de Beverly Hills. Moi, je trouve ça marrant. En tout cas, quand on tente des trucs comme ça. Par contre, si c'était dire on refait Beverly Hills avec eux qui sont devenus parents et machin, je sais pas si c'est comme la fête à la maison. Et tout ça. Donc en fait, c'est toujours le décalage qui est marrant. Ou l'autre, comme tu disais, de déplacer le point de vue, quoi. Est-ce que j'ai bien résumé? C'était pas mal. C'était pas mal. C'est 2000 combien? C'est 2000 combien? Je sais plus combien il avait. 2042. Juste pour finir, relance de Code Quantum, la série d'ailleurs. Oh, bah alors celui-là. Oui, comme quoi. Mais ça et Sliders, c'est moi je suis très étonné que Sliders ne s'est pas encore rebooté. C'était tellement incroyable cette idée. C'était trop en avance même. Ouais, c'était incroyable. Et Demain à la Une, tu te rappelles de Demain à la Une? Ça c'était cool aussi. Incroyable à rebooter ça. Ouais, bonne idée, mais. J'ai étonné que tu n'aies pas parlé de Seigneur des Anneaux, Menro. Je m'attendais à un big-up de ta part, mais. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il fait 3 mois d'émission. Mais je me disais, tu vois, dans l'émission, on parle. T'es pas au courant? Le 2 septembre, Il n'est pas là. Il est pas clair. C'est moi. Et j'anime. Je fais ça en direct de la terminée. Non, et voilà, c'était notre petite réflexion sur les Legacy Sequels. Donc, un nouveau mot. Vous pouvez mettre vos propres envies, idées, commentaires. N'hésitez pas sur le chat et sur les commentaires de la vidéo YouTube. En attendant, nous, on se fait le journal des sorties. Ça sort. Johan, oui. Ça commence au cinéma. Ça commence au cinéma, 5 incontournables. On va pas en parler plus que ça parce qu'il y a le replay de l'émission de la semaine dernière, Super-héros malgré lui, donc comédie autour du thème des super-héros, signé Philippe Lachaud et toute sa bande, dans lequel il joue Batman. Donc l'histoire d'un acteur amnésique qui a un accident et qui se réveille avec le costume d'un super-héros et qui se dit qu'il est peut-être lui-même un super-héros. Et donc ça joue avec tous les codes qu'on connaît. On en a parlé la semaine dernière avec Philippe Lachaud. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir l'interview de Philippe Lachaud, replay, hop là, c'est l'émission de juste avant. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre sur Disney+? Sur Disney+, pour la première fois dans l'histoire de Disney, il va y avoir le mot Disney et sextape dans la même phrase. Et c'est assez rare pour être signalé, puisque sur Disney+, démarre la série Pam et Tommy, qui est donc une série qui va raconter l'histoire de la scandaleuse sextape de Pamela Anderson et comment il s'appelait, le Tommy Lee de Motley Crue, donc Tommy Lee Jones. Voilà, non, Tommy Lee tout court, qui est considéré un petit peu, même s'il y a eu avec Marilyn Monroe ou d'autres trucs, des fois des photos ou des vidéos un peu croquignolettes qui sortent, mais là c'est la première sextape qui rentre dans la pop culture. C'est même le truc qui définit ce qu'est une sextape, et donc ça va revenir en plusieurs épisodes interdits au moins de 18+, comme on le voit, sur cet événement qui a vraiment été très marquant dans les années 90 pour les gens qui ont grandi là-dedans, et c'est par le réalisateur de I, Tonya, donc moi Tonya, qui était hyper réussi. Donc très très curieux. Sébastien Stan, le soldat de l'hiver qui joue Tommy, qui joue très bien. Et du coup, les acteurs et actrices qui sont choisis pour les rôles titres n'ont pas du tout la gueule de l'emploi, mais en fait ça marche trop bien. Ils incarnent. Voilà, le but du jeu d'un biopic, c'est d'incarner et pas de ressembler. Donc en fait, ça va être assez intéressant. Ouais. Donc voilà, ça s'appelle Pam et Tommy, c'est disponible sur Disney+, à partir de là, cette semaine. Demain. Est-ce qu'on a envie d'aller le voir du côté de Norman Gédus? J'en parlais hier, c'est quand même quelque chose, j'allais dire, un fait marquant dans notre vie à nous. C'était quelque chose qui a beaucoup fait parler à l'époque, donc
Je vais passer à... On a eu la même scolarité. Attention, je monte au filet, je fais un... non, mais... Tu laisses conclure, du coup? Non, sans faire de vanne, il y avait la sextape de Paris Hilton, Kim Kardashian et Pamela Anderson. C'était les 3 sextapes de l'époque. La première, c'était Pamela Anderson, quand même. Oui, mais tu vois, ça suit, et on est toujours curieux de savoir comment ils vont traiter un petit peu... On a toujours dit que c'était une fuite naturelle, tu vois. Voilà. Comment ils vont traiter un petit peu ce scandale sulfureux. Pamela et Tommy, c'était quelque chose à l'époque. C'était quelque chose. Oui, ça va, oui. Parce que je trouve que le casting est en plus bien, comme tu disais, pas la gueule de l'emploi, et au final, ils ont l'air de bien faire le taf. C'est un film ou une série? Série. C'est une série. Juliana? Oui, ça m'intéresse. Je me demande ce qu'ils vont en faire. Je regrette juste que je crois que Pamela Anderson, ça lui a fait vraiment quelque chose de pas ouf. Et je regrette juste que du coup, ça fasse encore souffrir quelqu'un aujourd'hui. Mais bon, j'avoue que ça m'intéresse par curiosité d'aller voir ce qu'ils en ont fait. Quoi. Il n'y a pas eu la possibilité de bloquer ou de refuser? Je ne sais pas du tout, j'avoue. Je ne suis pas assez informée sur le truc pour en parler. Mais voilà. Ted? Moi, dès qu'il y a Seth Rogen, je signe. Donc, let's go. Famille, c'est sûr, je regarderai. Ça marche, je te remercie. Du côté du cinéma, attention. Un film qui s'appelle Arthur Rambo et qui n'a rien à voir avec Sylvester Stallone. C'est un film de Laurent Cantet qui a fait notamment L'Emploi du Temps et Entre les Murs, donc un monsieur dont j'aime beaucoup le cinéma, et qui en fait raconte l'histoire de Karim D, qui est donc un écrivain potentiellement amené à avoir son premier succès et qui voit repoper des tweets misogyne, raciste, antisémite et autres qu'il a posté dans sa jeunesse sous un pseudo. Et donc en fait c'est inspiré de l'affaire Mehdi Mekla qui était survenue en 2017 où cet écrivain avait vu ressortir des tweets qu'il avait postés sous le pseudo de Marcelin Deschamps. Et donc en fait ça analyse tout notre rapport aujourd'hui aux réseaux sociaux. Faut-il pardonner 10 ans après quelqu'un qui avait posté des horreurs avant, machin. Enfin ça interroge la cancel culture en fait finalement, est fait par Laurent Cantet. Ça ne peut être que intéressant. Très actuel en tout cas. Est-ce qu'on a envie d'aller le voir, Genius? Très chaud, très actuel, pareil, j'aime beaucoup Laurent Cantet, j'aime beaucoup ce cinéma, donc ouais, très, très, très curieux. Oui. Nanix aussi, Juliana aussi, Ted aussi, carton plein. Oui. Sur Prime, s'il te plaît. Sur Prime Vidéo, Jack Reacher en série. Alors, on parlait de Tom Cruise tout à l'heure. La famille. C'est bien, mais et donc en fait, ce qui est intéressant sur ce truc, c'est que Jack Reacher, en gros, c'est un ancien de l'armée américaine qui se balade à travers les États-Unis pour résoudre des affaires. Si on résume, c'est à peu près ça dans les romans. Et en fait, le romancier Lee Child avait dit dès le lancement de la franchise cinéma, en fait, Tom Cruise, pas du tout. En fait, j'aime beaucoup Tom Cruise, mais mon personnage, il fait 3 mètres de haut. Il est très balu des épaules. Voilà, il a porté des armoires et tout ça. Donc en fait, c'est il a porté des armoires. Tom Cruise voulait poursuivre la franchise, et en fait, c'est le romancier qui a fait non, on arrête, et en fait, on va refaire un truc comme moi je le pense. Et donc en fait, il a notamment accompagné cette série qui est portée par, j'ai oublié son nom, Alan Ritchson, qu'on avait vu dans Smallville et dans la série Titan, exactement. Voilà, et il jouait Raphaël dans les Tortues Ninja, si ça vous intéresse. Mais non. Excellent. Voilà. L'homme sous masque. Est-ce qu'on a envie de le voir, du coup, Genius? Ouais, c'est vrai qu'on parlait, c'est le côté un petit peu plus proche des romans. Moi, j'aime beaucoup Jack Reacher, les 2 films. Je suis intéressé de voir un petit peu ce qu'ils vont changer, ce qu'ils vont mettre de différent par rapport au film, et surtout, comme je l'ai dit, basé sur le livre. Donc, bien évidemment. Et combien de 8 épisodes. 8 épisodes. En plus, c'est bien. Combien de minutes, celui-là? Je sais pas. Je te pose cette question. 12. Mais ouais, très chaud, très très chaud. Ouais, j'aime bien l'acteur, j'avais découvert dans Titan, j'aimais bien son personnage dedans, j'ai envie de voir ce que ça donne. Un petit côté Tyler Rake quand je vois le trailer, donc ouais, j'aime bien. C'est mon mec. Je pense qu'il faut faire des choix. Parce qu'on peut pas tout voir, et je pense pas que je me dirigerai vers cette série. Ça marche. Ted? Moi, j'étais amoureux du premier film, le 2 m'a énormément déçu, et en soi, je suis pas série, et là, j'ai l'impression de voir un 24 heures chrono bis, alors ça me botte que moyennement. Merci Ted. Toujours sorti cette semaine au cinéma. Au cinéma pour terminer avec les vacances qui approchent pour la zone A, la sortie de Vaillante, donc un film d'animation français par l'équipe de Ballerina, qui est un très joli film si vous l'aviez vu. Et donc là c'est un film qui pose une question très intéressante, c'est on dit pompier, mais est-ce qu'on dit pompière? Et donc en fait c'est l'histoire d'une jeune femme dans les années 1920 à New York dont le papa est pompier et qui en fait va se déguiser en homme pour pouvoir avoir le droit de faire le métier qu'elle rêve de faire, alors que son papa aimerait plutôt la voir rester sage à la maison. Ça ressemble un petit peu à Mulan sur la thématique, et donc ça interroge des trucs aussi très actuels, et un joli casting vocal avec notamment Alice Paul, Vincent Cassel dans le rôle du papa, Valérie Lemercier ou encore Elie Semoun. Et la reconstitution de New York est très jolie. Est-ce qu'on a envie d'aller voir ça? Vincent Cassel, il a la mairie de Valois pour tourner 4 mousquetaires. Qui quoi? Il est à la mairie de Levallois. Il est à la mairie de Levallois pour tourner. Il tourne le film en ce moment.
Mousquetaire. Le diptyque Trois Mousquetaires. Ah, d'accord. Ils ont une salle qui fait époque Mousquetaire. Donc rien à voir, juste il est à côté. Oui, je suis Dans un préfabriqué. C'est les 3. Hein. Oui, J'ai dit les 4. J'ai dit les 4 moi. Ils sont 4. Ils sont 3. Ils m'ont dit les 3. Il y en a un cinquième, c'est pour moi. Oui, 3 plus 1. Mais du coup, envie Oui, complètement. Ouais. Nanix. J'ai pas le temps de tout voir, mais oui, allez, let's go. Allez, Allez, let's go. Avec Norman, du coup. Juliana. Je sais pas si j'aurai le temps pour être honnête, mais oui, dans l'idée, je serais ravie de découvrir. Tu ce serais film. intéressé. Oui, Ok. Ted. Oui, non, moi aussi, un bon dessin animé de temps en temps, ça fait du bien. Merci. Johan. Je fais rapidos pour qu'on ait le temps de jouer. Au cinéma, vous avez également Les Jeunes Amants avec le couple Fanny Ardant, Melville Poupeau. Comme vous vous en doutez, il y a un écart d'âge et donc c'est la romance entre deux personnes qui ne sont pas censées s'aimer. Il y a également le film Red Rocket signé Sean Baker qui avait été découvert par Tangerine et Florida Project. J'ai vraiment trop envie. L'histoire d'un acteur porno gay qui revient dans sa ville natale et qui est un petit peu rejeté par tout le monde. Il y a également The Souvenir 1 et 2, donc en 2 parties dont avait parlé Mélanie, qui est en fait une sorte d'expérience cinéma et de film dans le film, porté par Tilda Swinton et sa fille. Il y a un documentaire que j'ai adoré, qui s'appelle H6, qui est une plongée pendant 2 heures dans le plus grand hôpital de Shanghai. Hyper intéressant, parce qu'à travers l'hôpital, on apprend à comprendre un petit peu la société chinoise. Hyper intéressant. Sur Prime, il y a un film qui s'appelle Book of Love, qui est mis en ligne pour la Saint-Valentin. J'aime beaucoup le pitch. C'est en gros un romancier anglais chiant qui fait un bouquin chiant. Et en fait, il y a un seul pays dans le monde où son livre a un succès, c'est le Mexique, parce qu'en fait, la traductrice l'a traduit comme un roman érotique. Et donc, en fait, c'est la rencontre entre ces deux personnages qui vont devoir faire une tournée ensemble alors qu'elle a détourné son... C'est pas mal pitch de rom-com. C'est un super pitch de rom-com, donc on a envie de le voir. Sur Netflix, il y a la saison 2 de Comment élever un super-héros, série qui était moyennement passée aperçue. Ouais. Voilà. La collection Claude Berry, avec Ciao Pantin, Jean de Florette, Manon Dessources, Germinal, Ensemble, c'est tout, notamment. Classique. Sur OCS, il y a un nouveau Paranormal Activity qui a évité le cinéma et qui arrive chez nous, en parler aussi. qui s'appelle Next of S'il a Kin. évité le cinéma et qu'il est arrivé par la fenêtre, c'est qu'il y a un truc. Il y a un coup à jouer, tu vois. Putain, laisse tomber. Et pour terminer, sur Canal+, il y a Profession du père ce soir, avec ne vous fiez pas à l'affiche, un Benoît Pelvord assez touchant et inquiétant. Voilà, c'était vendu comme une comédie, c'est pas vraiment une comédie. Demain, il y a Villa Caprice, qui avait complètement bidé en salle, formidable face-à-face entre Niels Sarstrup et Patrick Bruel. J'adore les deux. Ça semble vieillot comme ça, c'est vachement bien. Donc je peux vous conseiller. Ah, l'affiche, c'est vrai que. L'affiche, des fois, font les films. Exactement. Là, t'as pas envie de le voir. Oui, c'est alors vraiment bien. pourtant, le film est bien. Et pour terminer en VOD, si vous ne l'avez pas vu, Le Sommet des Dieux, un des meilleurs films de l'année dernière, si ce n'est le meilleur me concernant, quête initiatique. C'est tiré d'un roman graphique de Kawaguchi. Voilà, c'est ça, c'est tiré d'un roman graphique et c'est en termes d'animation, c'est incroyable parce que ça joue sur les blancs, les gris, les bleus, donc déjà c'est très très beau et une superbe VF et puis c'est à la fois de l'alpinisme, quête initiatique, dépassement de soi, c'est sublime. En VOD sur où tu veux VOD Partout. Voilà, c'est ça en vidéo. VOD, DVD, Blu-ray, machin. Top. Le Sommet des Dieux. Ouais, grave, ça a l'air envie. Merci beaucoup, Johan, pour toutes ces sorties. Comme ça. Il nous reste quelques minutes. Je vous laisse. Bravo, c'est génial. Allez, on Des buzzers, voilà, ils sont en vert. On va les tester tout de suite de ce côté. Très bien de celui-là. Je rappelle que quand ça buzz d'un côté, ça empêche de buzzer de l'autre. Est-ce qu'on est prêt en régie? Je vais expliquer les règles. Vous jouez. Ah si? Bah si. Bah ouais, jingle, voyons, votre jingle. J'ai cru que c'était le vrai. J'ai changé d'onglet et donc du coup je suis perdu. La règle du jeu, c'est qu'on cherche des acteurs et des actrices. On cherche des acteurs et des actrices, pas des films. Pas des films. Okay. Acteurs et actrices. Au hasard. Allez-y, vas-y. Le merci. Et non, par contre, c'est le dernier jeu de notre ami David, qu'on n'avait pas le temps de faire jusque-là. Et l'idée, c'est, vous savez, cette histoire d'intelligence artificielle. Je redoutais le retour de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, on lui a demandé, tu vois, alors si je regarde, c'est quoi ton exemple, Valérie Lemercier? Elle n'est pas dedans. Du coup, voilà, on a dit Valérie Lemercier à l'intelligence artificielle. Elle a été sondée un petit peu tout ce qu'elle connaît de Valérie Lemercier et elle donne une image. Un peu pourri, ouais. Donc c'est de plus en plus précis, voilà. Et l'idée, c'est de retrouver le plus rapidement possible qui c'est donc qui se cache derrière ce visage bizarre. Première vidéo. Soyez prêts, soyez prêts. C'est du David Lynch quand même. Oh là là. Je l'ai. Johnny Depp. J'allais dire Patrick Devers au tout début, mais je pense que c'est la moustache. C'est la barbichette. Et les cheveux un peu comme ça. L'œil de verre. Il y a un cocotier aussi, en Pirate des Caraïbes, tout ça. Il y a de la plume. Johnny Depp. Il a plus, j'avais pas vu. J'ai donné une réponse, j'ai fait mon taf. En mode cubiste presque, quelque part. Ça va plus vite que pour les affiches de films, je trouve.
Enfin, c'est un peu plus clair. Alors on va voir sur les autres. Je les découvre avec vous. C'était le plus simple de l'idée. On est mort. C'est possible, mais je découvre avec vous. Attention, Quoi. deuxième vidéo. C'est excellent. C'est Al Pacino. C'est Al Pacino, Ah, bonne réponse. Bien joué, Putain, bien joué. J'ai retrouvé sa petite moue. Ah, c'est de- la- de ouais, bouche. là. Putain, joli. Ce regard vieux. Al Pacino vieux. Ce regard. Mais c'est des vraies œuvres d'art, mine de rien. Ouais, c'est beau. Hein. On pourrait faire une expo. Bon, Et puis les vendre. Et puis l'argent. je le pose en NFT, c'est Voilà. bon. Bah oui. Fin du En truc. plus, ça n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Oh, quel génie. Excellent. Franchement, t'es le meilleur. En plus, un acteur a plusieurs visages, finalement. Eh, Oh, Johan, très bon commercial pour les NFT, voilà, Mais il a parfait. complètement raison. Attention, troisième vidéo. Qui sait donc que c'est Qui Belmondo. Ce n'est pas Belmondo, Ouais. Sean Penn. ce n'est pas Sean Penn. Je vais dire Dominique Pinon. John Wayne. John Wayne. Bonne réponse. Ouais. Ah ouais. Attends, tu l'as reconnu de quoi, Je vais dire Ah, Jean Gap, hein, acteur mais- préféré de mon père, je m'en fous D'accord, lequel. ok. John Wayne, bonne réponse. Oh, Bruce C'est Wayne. vrai que pour ce jeu, il faudrait qu'on ait une photo de l'acteur ou l'actrice. Oui. Mais Oh, Ah bah Son là. troisième œil sur Mais le en vrai, front, c'est lui. j'aurais donné hein. un point à Gollum là, tu vois, comme bonne réponse. Mais bon. Quatrième image. Pour les mecs, là. Mets le doigt. Meryl Streep. Meryl Streep. Alors là, solide. Mais oui. J'ai failli dire Depardieu. C'est comme ça que je Ça t'aime lui dans le fait jeu. un C'est comme ça que double je crois. menton peu c'est reluisant. Quoi. pas Il y a- évident. il y a des hein. fois des œuvres un peu chum là, on sait pas trop. Mais Ça met des côtés du visage un petit peu en avant. Ouais. Ça, c'est Elle pas, a- pas évident. Elle a la main dans le front, quand même. Alors, petit point score, on est à 2-2. Cinquième 2-2. vidéo. C'est excellent. C'est The Rock. C'est The Rock, Dwayne Johnson. Ouais. bonne Oh, réponse. bien Ah, la vache, bien joué. joué. Oh la vache, putain. C'est- Elle a pas dit Dwayne Johnson, je m'oppose contre cette réponse. Pardon. Tu vois Dwayne mieux Johnson, avec la The Rock. télé. Ouais, ouais, Bah, c'est- allez. c'est Elle a validé. été Le grand Problème. bien valide. Et on C'est enchaîne The Rock, ça tout de Mais c'est le suite sourire. avec c'est la ça. vidéo numéro 6. C'est Bruce Willis. Bruce Willis, j'allais le faire. C'est Bruce Willis. Ah, j'ai- Ouais, j'avais fait- t'as vu le Elle crâne dégaine direct, le quoi. buzzer. J'avais appuyé en haut, j'avais appuyé en Dans haut. la tête, ça se passe bien. Bah, moi j'ai donné une bonne réponse, je suis comme toi, hein, je suis dans le sac à dos. Elle a pu le faire un peu aussi. ce mec. Vidéo numéro 7. La 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 la. Oula. Il y a du cheveu, il y a du cheveu et de la moustache. Ah. Depardieu. Gérard Depardieu. Putain, qu'est-ce que j'allais dire, je fais, il va le dire ou pas Un agrégat de trucs. C'est étrange. Ça, c'est Depardieu en fin de soirée. Complètement. Ouais. 4-3 pour Juliana et Ted. Vidéo numéro 8. C'est où t'habites, hein Georges Clooney. George Clooney. Bonne Oh, réponse. Oui, oui, joli. bah oui. Putain, Oh, je vais dire joli. Gérard Jugnot, Ah, moi, bah, putain. J'allais dire ça, génial. Putain, Fort. chier. Joli coup, quoi. Clooney. Franchement, ton idée des NFT, elle est ouf parce que franchement, faut le faire. C'est Georges Clouet, là. Putain, mais c'est Il en possible. reste 2. Si vous marquez un point, vous êtes non rattrapable. Attends, le deuxième, il compte pour 3. C'est pour nous. Non, bah non. Non, bah ça Non. va aller, toi. Vous pouvez toujours égaliser. Allez. Attention, vidéo numéro 9. Est-ce que c'est Nicolas Cage? Non, Ah, c'est Robert Downey Downey Jr. Je l'ai, Robert Downey Jr. C'est Robert. Putain de merde, c'est Junior. pas grave. Je suis allée trop On est vite. dedans. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça reste en France. J'avais tellement envie que ce soit Nicolas Cage. 5 Ça à reste en 4. Tu fais dire Daniel Radcliffe. Tout va se jouer sur Allez. cette dernière vidéo. Là, Allez. faut absolument. Mettez tout. Tout pour cet instant, les gars. C'est parti. DiCaprio. Ah, putain. On n'a pas gagné, on est juste à gagner. Non mais vous en Il y a 0-0 qui a Les mecs, ils sont heureux de pas perdre, quoi, tu vois. enfin. Égalisation Petite dernière. sur le fil. Non, j'en ai plus après. Ah merde, ah, c'est dommage. C'est beau, c'est beau. C'est beau, voilà le sport. C'est Tout le l'école monde des est fans, tout le monde content. a On a gagné. gagné, ça va. C'est le mec qui reste. Merci beaucoup Nanix, Genius, Plaisir. Johan, Juliana et Ted Plaisir. d'avoir été avec Plaisir. moi aujourd'hui Régale. pour cette émission Allociné. On Oh se là là retrouve là là. la semaine prochaine, bien sûr, pour de nouvelles aventures. En attendant, merci beaucoup à Paul qui nous a Polo. aidé à Polo. écrire cette émission. Allez, Merci beaucoup en régie. Je sais qu'il y a Chloé qui c'est qui est au son. Chloé et Mallory. Merci beaucoup à toutes et tous de nous suivre sur Allociné l'émission, sur le stream, sur Twitch tous les mardis à 16h30 Oh. et en replay bien sûr sur YouTube. Oh. Juste ce soir, qu'est-ce qu'on a? On a le React, on a le récap et tout de suite c'est le Before. Et à bientôt, restez sur le stream.